Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Columbus, le voyage sans retour de Damien Allemand. Et oui, ce soir, nous commençons une nouvelle lecture, toute nouvelle lecture et lecture toute particulière. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, mais d'abord, je vous rappelle que si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, il se trouve dans la description de la vidéo des timecodes vous permettant de passer l'introduction, de passer les pauses que je ferai dans ma lecture, et donc de passer directement au moment qui vous intéresse. Comme ça, vous pouvez regarder la première partie de lecture, prendre une pause, boire un café, aller faire un foot, et puis revenir 2 jours plus tard, et dire « Ah bah la suite est là, parfait, clique ». Il n'y a plus qu'à cliquer sur le timecode et c'est parfait. Bref, voilà, voilou, et du coup, comme je le disais, ce soir une lecture toute particulière puisque c'est une expérience d'un nouveau genre que je n'ai jamais réalisé sur ma chaîne. D'habitude, je réalise des lectures d'auteurs tombés dans le domaine public. C'est en grande majorité ce que je fais. Et ce sont donc des auteurs connus et reconnus, j'ai envie de dire, qui ont été publiés il y a de cela longtemps, voilà, qui ont une grande renommée, n'est-ce pas? À l'exception près de mes lectures de mes propres textes et éventuellement des lectures d'un ami, puisque je vous rappelle aussi que j'avais fait la lecture par exemple du roman de Mirani, que vous avez pu voir sur mes lives Sea of Thieves ou sur sa chaîne Mira TV. Donc voilà, jusqu'à présent, c'était à peu près l'ensemble des types de lectures que j'avais fait. Et là, c'est une expérience toute nouvelle. J'appréhende un petit peu, même si je suis très content en vérité. En gros, ce qui s'est passé, c'est que une personne, un jour, en début d'été, si je dis pas de bêtises, est venue me voir en privé sur Facebook et m'a dit, bah écoute, je suis auteur de plusieurs textes et il y a un texte que j'aimerais te soumettre si ça te disait de le lire en live. En général, je dis non à ce genre de demande parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et sans vouloir être forcément méchant avec les personnes qui me proposent des textes, je peux pas forcément juger d'à quel point ça va bien fit avec mes lives. C'est-à-dire qu'il y a plein de points à prendre en compte. Déjà, il faut que les gens sachent que bah, je pourrais. C'est pas parce que quelqu'un m'a demandé de lire son texte que je vais être gentil avec lui. Donc je suis bienveillant, je pense être bienveillant, mais si son texte ne me plaît pas, il faut qu'il soit prêt à entendre qu'il ne me plaise pas, que peut-être je vais en dire du mal en live, etc. etc. Il y a aussi tout simplement pour moi et ma crédibilité entre guillemets, j'ai besoin de. Bah, et puis juste en fait pour que mes lives se passent bien, j'ai besoin de savoir que les textes vont être un minimum bien rédigés, etc. Et c'est difficile pour moi de jauger de ça avant d'en faire la lecture. Du coup, ça voudrait dire que ça me ferait double dose de travail. Il faudrait que je le lise d'abord en privé, puis ensuite que je le lise en live. Enfin bon, ça serait un peu compliqué. Donc voilà, jusqu'à présent, toutes les demandes qu'on m'a faites, j'ai plutôt dit non, ou plutôt j'étais ouvert, mais je donnais des grosses conditions un peu chiantes, parce que je voulais pas non plus me retrouver par exemple en live avec un texte soit qui ne me plaisait pas, soit qui risquait de ne pas plaire du tout à vous les viewers, soit qui aurait des thèmes un petit peu litigieux, etc. Donc voilà, pour toutes ces raisons et aussi pour la raison que j'avais très peur de dire oui à une personne et que du coup tout le monde ensuite soit en mode eh ben tu as dit oui à lui alors pourquoi tu me dis pas oui à mon texte. Voilà, ça c'était l'un des trucs aussi qui me faisait peur. Donc voilà, pour toutes ces raisons ça ne s'est pas fait jusqu'à présent, mais là ça a été une entente cordiale, j'ai envie de dire. Ça a été très professionnel et c'est ça que j'ai apprécié. Damien Allemand n'est pas comment dire, est une personne mature. Bon, après, je le connais pas personnellement, etc. Hein, je vais juste parler une fois de temps en temps, justement, pour se mettre d'accord sur cette lecture. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une personne mature. Déjà, c'est un adulte. Non pas que je dénigre la maturité des enfants, mais c'est vrai que je me sens encore moins à l'aise à lire le texte de quelqu'un qui serait pas forcément adulte ou qui serait jeune adulte et qui pourrait peut-être avoir des états d'âme ou j'en sais rien, bref. Donc voilà, c'était un peu beaucoup de choses, comment dire, c'est beaucoup de choses compliquées à gérer en amont d'un live de lecture. Et du coup,
Pour toutes ces raisons, je m'étais un peu empêché cela. Mais avec Damien Allemand, ça s'est plutôt bien goupillé. On s'est bien parlé, on s'est bien entendu. Comme je le disais, ça a été cordial, mais aussi très professionnel, je trouve. On s'est signé un petit accord, etc., etc. Alors attention, je le précise, malgré tout, ce n'est pas une sponsor ou quoi que ce soit. Donc vraiment, j'ai insisté là-dessus avec Damien sur le fait que j'aimerais avoir une liberté totale sur ma lecture, c'est-à-dire que je vais faire la découpe de la manière qui me plaît, je vais dire ce que je veux de son texte, je vais lire son texte de la manière que je désire, c'est-à-dire que par rapport au live habituel, il n'y a rien dans la forme qui va changer, il n'y a rien même dans le fond qui va changer, c'est le seul curseur qui va changer, c'est que ça va être un auteur un peu moins renommé, un peu moins célèbre que d'habitude. En soi, il faut juste prendre la chose comme ça. Donc voilà, ça va être une toute nouvelle expérience et j'ai assez hâte. Je vais accueillir avec plaisir Zikael So Famous et Chimeria Stories sur ce live. Bonsoir à tous les deux, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça fait extrêmement plaisir de vous voir tous les deux. Je pense pas que les bugs viennent de moi, Chimeria Stories, malheureusement. Je ne pourrais rien régler dans ce sens. Et non, Zikael, je le répète, ce n'est pas une OPSP, pas du tout. Vraiment, c'est juste une entente cordiale entre nous. En fait, ce qui est bien, c'est que si vous voulez traduire ça en termes d'OPSP, il me fournit du contenu et entre guillemets, je mets un peu de lumière avec ma petite communauté sur son contenu. Donc en soi, c'est un échange cordial très sympa. Donc ouais, j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. On va partir sur de la science-fiction, a priori, de la science-fiction assez balèze, si j'en suis les discussions qu'on a pu avoir. Mais bon, je me suis spoil le minimum possible, j'ai essayé d'en apprendre le moins possible sur le texte pour faire vraiment la découverte entièrement avec vous. Ce que je peux vous en dire comme ça, c'est que ça se présente sous la forme d'un journal de bord. Donc voilà, on va suivre une personne qui nous fait son récit de vie, entre guillemets. Je peux vous dire également que cela se trouve sur internet gratuitement. Donc si vous voulez suivre par exemple la lecture en même temps que je la dis, vous pourrez trouver ça sur columbuslevoyagesansretour.wordpress.com. Je vais glisser le lien sur le chat Twitch et je le mettrai également dans la description de la vidéo sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil là-bas si ça vous intéresse d'avoir un petit peu un œil global sur son projet et puis éventuellement le texte pour le partager avec moi. Le texte se partage en 3 saisons. Je pense qu'on va faire les 3 saisons en live. Pour commencer, de toute manière, on va faire saison 1, et à la fin de la saison 1, soit j'enchaînerai directement saison 2, saison 3, soit je ferai une pause, et si on considère que ça s'est bien passé, peut-être faire la saison 2 et 3 plus tard. Nous verrons cela. Et du coup, ça se présente sous forme de chapitres qui sont à chaque fois des enregistrements. Donc voilà, c'est vraiment journal de bord, c'est vraiment un texte un peu conceptuel, entre guillemets. Et puis pour terminer sur la présentation de ce texte et de Damien Allemand, je vais finir en disant que, encore une fois, ce texte, je n'y connais rien, j'ai hâte de découvrir ça avec vous, je n'ai vraiment aucun indice de où ça va nous mener. Je peux simplement vous dire que Damien Allemand a déjà publié quelques petits trucs, il a déjà gagné quelques petits prix, si j'ai bien compris les discussions qu'on a pu avoir, et qu'en ce moment il est en train d'écrire un nouveau roman qu'il aimerait faire publier avant la fin de l'année, si j'avais compris. Enfin bon, je vais pas donner des infos dans tous les sens si je ne les connais pas précisément, mais voilà. En tout cas, c'est un homme plein de projets et qui était fort sympathique. Donc voilà, je suis très heureux de faire ce live et cette série de live sur ce texte. Nous verrons de quoi il en retourne et j'espère que ce sera une bonne expérience. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, je vais juste préciser parce que je sais qu'à un moment dans un message qu'on avait échangé avec Damien, il m'avait précisé ça, donc je vais le préciser quand même. À la couverture, alors hop, à la couverture ici, alors c'est moi qui ai fait la couverture, mais j'ai utilisé une image qui est disponible justement sur son site web. D'ailleurs, il y a plusieurs illustrations qui viennent illustrer son texte. Donc voilà, juste, je sais qu'apparemment ça lui tenait à cœur. Les illustrations sont de Laurent Palmier.
Voilà, comme ça j'aurais cité l'illustrateur. Sur ce, je pense qu'on va lancer la lecture assez rapidement. Je vais juste, avant qu'on entame les hostilités, vous faire un petit récap parce qu'il se passe pas mal de choses ces temps-ci dans l'ombre ou même en live d'ailleurs. La semaine passée, on a fait un live Sea of Thieves avec Mirani et Miniroblast ce jeudi qui était très très cool et j'ai vraiment hâte de remettre ça. Mais il y a eu aussi pas mal de lives qui ont été annulés. Depuis la lecture de Dante, je n'avais donc pas fait de lecture, ça doit faire ça doit faire 2 semaines du coup. Donc voilà, j'ai pris une pause un peu plus conséquente parce que je travaille dans l'ombre sur une vidéo, je vous l'avais dit récemment. Je travaille sur une vidéo et non sur un live, ça fait très longtemps que j'ai pas travaillé une vidéo et ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, en ce moment, ça a un petit peu chamboulé l'emploi du temps, mais je pense que l'emploi du temps va revenir à la normale à partir de cette semaine. C'est-à-dire qu'à partir de cette semaine, je compte faire des lives de lecture le mardi et le vendredi à 21h, faire des lives sur Sea of Thieves avec les Fables du Flibustier en solo le mercredi de 13h à 16h, et enfin reprendre les lives sur League of Legends, la découverte de l'univers de League of Legends, le dimanche à 21h. À savoir que ces lives de découverte sur l'univers de League of Legends, n'hésitez pas à me donner votre retour, votre avis là-dessus, mais c'est vrai que je sens un petit peu que c'est la fin personnellement. Je commence à être un petit peu moins passionné par cette série, et en fait, dans l'absolu, elle me plaît, mais je fais tellement de choses, et j'aimerais faire tellement de choses, que je pense pas qu'elle soit dans l'ordre de mes priorités en ce moment. Donc là, on en est à l'épisode 40, je pense encore continuer jusqu'à au moins l'épisode 50, et vers l'épisode 50, soit on arrêtera définitivement cette série, soit on fera une pause de vraiment plusieurs mois avant de reprendre. Mais je sens que ouais, cette série de découverte sur l'univers de League of Legends commence à... En vrai, pas à me lasser, c'est juste que j'ai envie de faire d'autres choses aussi. Donc voilà, ce sera peut-être le temps d'un nouveau cycle, entre guillemets. Je vous tiendrai au courant et n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus aussi, ça me donnera des indicateurs sur ce que vous préférez que je fasse par rapport à cette série. Je pense avoir tout dit, oui, non, dernière petite info, encore une fois concernant Sea of Thieves, vous n'êtes pas sans savoir que je crée une fiction avec Mirani, avec Miniroblast et avec Exil, donc si vous voulez lire cette fiction, si vous voulez voir les jolies photos qu'on a fait pour illustrer cette fiction, je vous invite à aller sur l'Instagram La Mère des Voleurs, car le premier arc scénaristique est arrivé à son terme. Et oui, j'ai publié hier la 13e et dernière partie du premier arc scénaristique. C'est vrai que c'est un arc un petit peu, Mirani me le disait en off, qu'on pourrait plutôt dire un prologue que vraiment un arc scénaristique, puisque c'est un peu la mise en bouche, la mise en place de l'univers, et la mise en place des principaux intervenants à l'histoire. Mais voilà, cette partie est terminée, n'hésitez pas à la checker. Et le deuxième arc scénaristique, le deuxième journal de bord, puisque j'appelle ça des journaux de bord, j'appelle ça des journaux de bord, eh bien, je vais continuer la publication dans les temps à venir. Là, il y aura une petite pause, je pense que pendant 1 à 2 semaines, il n'y aura pas de photos sur l'Instagram, mais restez bien connectés parce que je sens qu'il y a quelque chose par rapport à la Mère des Voleurs qui va arriver, quelque chose de huge, quelque chose de big. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça dans les semaines à venir. Voilou, je pense avoir fait un grand tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je pense qu'on va entamer la lecture sans plus attendre. Je vous souhaite à tous de passer un agréable moment en ma compagnie. Installez-vous bien, prenez à boire, à manger, détendez-vous. Santé les amis. Il pleut pas mal chez moi depuis 2-3 jours, j'espère que ça ne s'entend pas au micro. Et du coup, sur la lecture du soir, vous voyez que tout est en dématérialisé. Moi, je vais pas le lire sur le site, puisque Damien Allemand m'a directement envoyé un PDF. Mais du coup, voilà, je vais faire la lecture sur ordinateur, c'est quelque chose que j'ai pas fait depuis Chimère Héritage de Mirani, si je dis pas de bêtises. C'est vrai que c'est un peu moins agréable que d'avoir un texte dans les mains, mais bon, on n'a pas tous le luxe et la chance d'avoir son texte publié en physique. Hein. Donc voilà, je vais peut-être passer pour un con à lire dans le vent, les yeux dans le vide comme ça, mais tout devrait bien se passer. Je ne sais pas du tout comment je vais faire la découpe pour le moment du texte.
Je sais que j'ai checké tout à l'heure, si je ne m'abuse, la saison 1 fait 70 enregistrements, mais les enregistrements sont de taille assez variable de ce que j'ai vu en, comment dire, en ziotant rapidement. Du coup, je sais pas du tout comment je vais partager cette lecture. Je vais juste me lancer, et puis dans 20-30 minutes faire une pause, et ensuite on refera 20-30 minutes je pense, avant de mettre fin au live. 70, je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire ça en 3 lives. Peut-être 20 enregistrements et 30 enregistrements pour terminer en beauté, n'est-ce pas? On va voir, on va voir. L'avenir nous le dira, on découvrira ça. J'espère que ça vous plaira, j'avoue, je suis en full appréhension, j'ai hâte de découvrir, en même temps, vu que c'est un peu un nouvel exercice, j'ai une petite exaltation comme ça, j'ai hâte de voir. Sur ce, chers amis, on va se lancer. J'ai envie de faire ça bien, je sais pas, ça me tient à cœur. Je vais essayer de faire ça bien. On va se lancer. Je vous souhaite à tous une bonne écoute Chimeria Stories, bonne écoute Zikal So Famous, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube, et à tout à l'heure pour la pause, je pense d'ici une trentaine de minutes comme habituellement. Mais je m'interromps très rapidement pour souhaiter bonsoir à Dimal, bienvenue sur ce live Dimal, j'espère que tu vas bien. Du coup Dimal, est-ce que ça te dérange que je donne ton identité en live ou est-ce que c'est bon pour toi ? N'hésite pas à me le dire parce que c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé auparavant. Et du coup, bah, tu viens de rater toute l'introduction, mais j'ai un petit peu expliqué comment s'est organisée cette lecture. Voilà, je peux le faire. Et donc voilà, Dimal qui est dans le chat, chers amis, qui est en effet l'auteur, qui est en effet Damien Allemand. Donc merci de l'accueillir chaleureusement. Merci d'être bienveillant, s'il vous plaît. Parce que clairement, c'est ce que je vous disais en début de live, c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'acceptais pas forcément facilement de faire lecture de textes d'inconnus. C'est que, en général, c'était des gens assez jeunes, et j'avais très peur qu'ils puissent avoir un choc entre guillemets en se disant ah putain, il lit mon texte et il dit que c'est pas bien. Je dis n'importe quoi, mais par exemple, si j'avais trouvé ça mauvais et que j'avais fait des réflexions qui lui déplaisaient pendant les pauses, bah, j'avais trop peur qu'il le prenne ultra mal et qu'il se sente affiché aux yeux du monde en mode oh là là, il a dit devant tout le monde que mon texte était nul. Bref. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment des gens matures avec qui collaborer dans ce genre de projet. Donc j'essaie d'être bienveillant, mais toutefois honnête. Attention, attention. Je n'ai pas été acheté, je ne suis pas un vendu. Donc s'il vous plaît, faites de même, chers viewers. Je sais que vous êtes une bonne communauté, je sais que vous êtes toujours hyper sympathique avec tout le monde. Donc continuez comme ça, soyez bienveillants, soyez sympathiques, et tout ira bien. Bref, cette fois-ci je pars pour de vrai pour la lecture. Je vous souhaite à tous une bonne écoute, Chimeria Stories, Zikael, Dimal, toute la communauté dans l'ombre et toute la communauté en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour la pause. Je bois une dernière lampée. Et on est parti. Columbus, le voyage sans retour, de Damien Allemand. Enregistrement numéro 1, 19 mars 2184. Mon nom est Kern, Balt Kern. J'ai toujours été fasciné par les voyages. Je n'ai jamais pu rester en place. Il est, paraît-il, des cœurs qu'on ne peut attacher nulle part. Pourtant, j'ai bien cru que le mien s'était définitivement attaché à ce qui serait son port pour le reste de mon existence. Mais parfois le destin vous rattrape, les tempêtes brisent les cordages, et les bateaux repartent vers des horizons qui les appellent inexorablement. Enfant, je lisais Stevenson, Conrad, Jules Verne, Moitessier. Je rêvais d'être né plusieurs siècles plus tôt. J'aurais été Christophe Colomb, Magellan, Vasco de Gama ou Marco Polo. Je n'avais pas 12 ans que je faisais déjà mon premier tour du monde à la voile. Dans un monde où la technologie vous ouvre la porte de tous vos rêves, tous les jours des milliers d'hommes et de femmes traversent les océans en quelques dizaines de minutes de voyage stratosphérique. Dans un monde où des navettes régulières desservent plusieurs fois par mois nos colonies intrasolaires, dans une société qui a déjà colonisé une demi-douzaine de systèmes solaires, comment un accro du voyage peut, encore à 37 ans,
n'avoir jamais quitté le plancher des vaches. Et le comble, c'est que je suis ingénieur en propulsion extra-atmosphérique. Combien de moteurs ai-je envoyés dans le vide qui nous séparent des milliards de continents inexplorés? Et je suis encore là, sur cette bonne vieille terre. Peut-être serais-je parti depuis longtemps si mon cœur ne s'était attaché, si mon encre ne s'était accrochée à un récif. Ce qui m'avait fait chavirer, le jour où je l'ai croisé au restaurant de mon entreprise, c'était ses yeux. D'habitude, je n'avais jamais aimé les yeux bleus. Toutes les aventures que j'avais eues m'avaient attrapé avec ce regard sombre qu'on trouve dans les yeux marrons de l'Extrême-Orient. Les yeux bleus m'avaient toujours paru banals, mais les siens étaient différents. Il y avait des nuances qui faisaient comme des vagues, et quand je me plongeais dans son regard, je voyais la mer, je voyais le ciel. Je savais que, quoi qu'il arrive, ce serait la dernière image de ce monde que je voudrais emporter avec moi dans l'au-delà. Plus rien ne pourrait me séparer d'elle jusqu'à ma dernière heure. Mais la réalité parfois vous rattrape. Si on sait aujourd'hui conquérir la galaxie, on ne sait pas encore vaincre tous les cancers. En 5 mois, fulgurance diabolique, il eut raison d'elle et je me retrouvais à nouveau sans port d'attache. C'était il y a bientôt 2 ans. Combien de fois ai-je voulu tout abandonner? Combien de fois ai-je rêvé de la rejoindre au ciel? Et puis, c'est au cours d'une de ces magnifiques nuits étoilées que nous offre un de ces rares îlots de campagne à l'abri des villes modernes, que l'idée me vint. J'allais la rejoindre au ciel, au sens propre du terme. Aussi loin fût-elle, j'irais. J'irais là où personne n'est jamais allé. J'irais au-delà de ce que l'humanité a jamais exploré. Au siècle dernier, des hommes, passionnés de voyage, construisaient leurs bateaux dans leur jardin avant de tout vendre et de partir autour du monde. J'ai aussi construit mon navire dans mon jardin. Enfin, il a un peu fallu pousser les murs. Si pour traverser les océans en solitaire, un vaisseau d'une dizaine de mètres suffit, traverser le ciel demande un peu plus de technologie qu'il ne pourrait en rentrer dans un tel engin. Oh, je n'ai pas tout fait tout seul. Merci la Space Engineering Corp pour ses technologies en matière de navigation spatiale. Merci Kaola Inc. pour ses technologies d'écosystème alimentaire. Merci CSC, Geomian, Karak Food, Gerwak, et les nombreux autres qui m'ont aidé dans ce projet fou, et sans qui je ne serais pas sur le point de devenir le premier navigateur spatial en solitaire. Il y a quelques heures à peine, j'ai signé le contrat de vente de ma maison. Ce soir, je dors dans ce qui va devenir ma nouvelle demeure pour le restant de mes jours. Le Columbus, croiseur spatial de plus de 150 mètres de long, 70 de large et 40 de haut, repose dans son hangar au fond de ce qui était, encore il y a quelques heures, mon jardin. Parfaitement autonome, écosystème fermé, il peut entretenir un être humain sans limite de temps tout en se déplaçant dans l'espace à des vitesses proches d'un centième de la célérité. Il peut même, à condition d'être suffisamment éloigné de toute matière, replier partiellement l'espace pour raccourcir les distances. Il est 22 heures à ma montre, et je ferme ici ce qui est le premier enregistrement de ce voyage. Je partirai demain matin, après une bonne nuit de sommeil. Enregistrement numéro 2. 20 mars 2184. La première journée de vol du Columbus fut un succès. Ce matin, mes partenaires et sponsors sont venus assister au départ. Une bouteille de champagne fut brisée sur sa coque. Elle éclata au premier contact, bon signe pour nous autres navigateurs. Après un décollage en douceur, je refis les tests de navigation atmosphérique, faisant plusieurs fois le tour de la Terre à des altitudes diverses. Ça allait être une journée rébarbative et ennuyeuse, mais il fallait y passer. Qui veut aller loin ménage sa monture, comme dit le proverbe, et j'ai l'intention d'aller plus loin qu'aucun être humain n'est jamais allé. Les drones furent testés une dernière fois. Je les envoyais me rapporter des images de l'Everest, de la Tour Eiffel, de la fosse des Mariannes. Tout fonctionna à la perfection. Je quittais alors l'atmosphère pour rejoindre la station lunaire internationale. Là encore, avant de me poser, je testais mes drones, pour vérifier leur fonctionnement hors atmosphère. Je profitais de l'occasion pour prendre des photos du Columbus sur fond de clair de terre, photos que mes sponsors seront ravis d'exploiter pour se rembourser de ce qu'ils m'ont offert. Je me posai à quelques dizaines de mètres de la station. Il y eut un nuage de poussière qui mit quelques minutes à retomber. Habituellement, les appareils qui se posent sur la Lune ne sont pas si gros. Les longs courriers restent en orbite lunaire pendant que des navettes de petite taille font les allers-retours avec la station, justement pour éviter ces déplacements de poussière. Mais je voulais faire un contrôle visuel de la coque, et il est plus confortable de le faire les pieds sur le sol que dans le vide. Pendant que les drones scannaient systématiquement, je découvrais les joies du scaphandre. C'est assez étrange de se dire que seulement quelques millimètres de tissu vous séparent du vide spatial.
là, au bout de mes doigts, il y a un environnement mortel, où ma chair serait aspirée, mes cellules éclateraient sur leur propre pression avant de finir brûlées par le vent solaire. Et je me promène comme si de rien n'était. Un rover arriva peu de temps après ma première sortie. Contrôle des douanes. Une équipe de 5 astronautes en sortie, appareil photo à la main. Je n'imaginais pas être une telle célébrité. Ils me donnèrent un coup de main pour tous les contrôles que je tenais à être très poussés. Je trouvais leur empressement à m'aider particulièrement généreux de leur part. J'imagine qu'ils ont d'autres chats à fouetter, et donner un coup de main aux touristes spatiaux doit être le dernier de leurs soucis. En effet, ces gars venaient de la station technique et scientifique, car j'avais préféré éviter la station touristique qui se trouvait à plusieurs centaines de kilomètres de là, pour ne pas avoir affaire aux foules de badauds qui pourraient abîmer l'appareil. Mais c'est une fois à l'intérieur de la station que je compris la raison de leur empressement. Ils m'avaient préparé un magnifique comité d'accueil. Champagne, vin de lune, bière et mets fins qu'ils s'étaient fait livrer depuis la station touristique. Ils étaient pressés d'y goûter. Ils n'ont pas souvent l'occasion de faire la fête, et ma venue était un prétexte tout trouvé. C'est donc avec une ivresse particulièrement avancée et une irrésistible envie d'aller dormir que je termine ces quelques lignes avant d'aller rejoindre ma cabine. Demain, je dirai définitivement au revoir à la Terre et à la Lune. Enregistrement numéro 3, 24 mars 2184. Je vole depuis presque 4 jours maintenant. La Terre n'est plus qu'un point lumineux derrière moi. Je peux l'observer dans ma salle d'immersion. En effet, l'appareil n'est doté de presque aucun hublot, si ce n'est au niveau des sas et de 2 bulles d'observation escamotables. En revanche, il est couvert d'un réseau de caméras qui me permet à tout moment de voir dans n'importe quelle direction et dans n'importe quelle fréquence visible ou non. Je peux ainsi visionner l'extérieur depuis le poste de contrôle, mais surtout depuis une salle sphérique où je peux voir dans toutes les directions comme si j'étais plongé dans le vide. Sensation extrême garantie. Et pour ce qui est des sensations extrêmes, je suis en plein dedans. Désireux de tester mes équipements le plus possible avant de quitter le système solaire, je me rapproche du Soleil avec pour but de me poser sur Mercure. Quand on traverse les océans, il y a des périodes de calme où on se repose. Quand le vent est faible et qu'on n'avance pas, on en profite pour dormir. Et puis il y a les jours où le vent et la tempête font rage. Dans ces moments-là, on ne dort que par courtes périodes de quelques minutes, 5, 10 tout au plus. En pleine tempête de vent solaire, je veille quasiment en permanence tous les indicateurs, ne m'octroyant que quelques dizaines de minutes de sommeil de temps en temps. J'aurai tout le temps de dormir au cours des longues traversées de vide interplanétaires et interstellaires que je connaîtrai par la suite. Mon bouclier magnéto-hydrodynamique, qui me sert pour naviguer en atmosphère, s'avère être très efficace contre le vent solaire. Tous les indicateurs sont au vert. Pas l'ombre d'une lueur orange. Je prévois d'atteindre Mercure d'ici un jour ou deux, tout dépendra de l'activité du Soleil. Avec des nuits d'environ 1 mois terrestre et une température de plus de 180 degrés en dessous de zéro sur sa face sombre, je pourrais tranquillement me reposer et vérifier au frais si la coque a bien résisté au vent solaire qu'elle est en train de subir de plein fouet en ce moment. Et si tout s'est bien passé, je pourrais enfin considérer que le Columbus est au point. Sur ce, j'écourte cet enregistrement pour retourner à mes cadrans. Enregistrement numéro 4, 26 mars 2184. Je me réveille après une bonne dizaine d'heures de sommeil. Je viens de passer 5 jours presque sans dormir, et ce long repos fut un délice. Je me suis posé à proximité de l'endroit où la première expédition sur Mercure s'était posée. Je n'ai retrouvé que le mât du drapeau, celui-ci ayant été depuis longtemps pulvérisé par le vent solaire. J'ai fait quelques tours avec un rover, mais n'ai pas retrouvé grand-chose d'autre. Avec son paysage de cratères lunaires, Mercure ne présente pas un grand intérêt touristique. Et comme il n'y a à ce jour encore aucune base permanente, autant dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire durant les longues nuits mercuriennes. J'ai relu avec amusement les mésaventures des héros d'Asimov, essayant d'attraper leur robot Speedy sur le sol torturé de Mercure. Et j'imagine leurs galeries et leurs immenses robots là, devant moi. M'étant posé à peu près au milieu de la nuit, il me reste encore une bonne douzaine de jours avant le lever du soleil, mais je serai parti bien avant. Mes derniers relevés de la météorologie solaire me prédisent une importante activité d'ici une dizaine de jours, et il va me falloir au moins 5 ou 6 jours pour rejoindre ma prochaine étape, qui est Vénus. Je vais devoir en partie contourner le soleil pour y arriver. Je peux raccourcir ma route en coupant l'orbite mercurienne, mais ça va me rapprocher dangereusement du soleil. Il va falloir que je choisisse le meilleur trajet, suffisamment éloigné du soleil pour minimiser les radiations, et suffisamment près pour être à l'abri du vent solaire quand celui-ci se fera plus violent.
Je vais terminer de vérifier que le Columbus est en parfait état, et après une autre bonne nuit de sommeil, je repartirai affronter la tempête. Enregistrement numéro 5, 31 mars 2184. Me voilà depuis 4 jours à nouveau en pleine tempête, mais le Columbus ne bronche pas. Il continue son chemin, imperturbable. Du coup, je m'octroie des pauses plus importantes. À l'heure où j'écris, je sors d'une sieste d'un peu plus d'une heure, et tous les cadrans sont toujours au vert. Étant passé relativement près du soleil pour raccourcir ma route, je lui tourne maintenant pratiquement le dos. Je me dirige à présent vers Vénus, avec un magnifique vent arrière qui me pousse. J'en ai profité pour sortir mes voiles solaires, qui, tel un spinnaker, me tirent à grande vitesse. Grâce à lui et au raccourci près du soleil que je me suis autorisé, je devrais arriver vers Vénus un peu plus tôt que prévu. Ouch! Attendez, je vais essayer de le faire mieux. Ouch! Encore une secousse. L'activité du soleil se fait déjà plus intense, et naviguant à la voile, je sens d'autant plus les éruptions. Vénus se rapproche à grande vitesse. Je la vois devant moi lumineuse dans sa terrible beauté. D'un blanc laiteux, elle ressemble à une immense boule de coton duveteuse. Mais il ne faut pas se fier aux apparences, car ces beaux nuages blancs sont de véritables tempêtes d'acide sulfurique avec des vents de plus de 350 km/h et dissimulent une surface à l'activité volcanique quasi permanente dont la température atteint les 465 degrés. Inutile de vous dire que je ne vais pas m'y poser, mais je vais quand même y risquer un œil. En effet, ce sera une superbe occasion de tester mes petits drones en conditions extrêmes. Dans une bonne douzaine d'heures, j'aurai rejoint l'orbite de Vénus. Je rentrerai mes voiles et me mettrai en vol stationnaire dans son ombre pour tester mes petits jouets. En attendant, je vais aller me prendre une douche et me restaurer un peu. Enregistrement numéro 6, 1er avril 2184. Si vous pouviez voir ce que je vois. Mes petits drones résistent bien à l'atmosphère corrosive de Vénus. Je me suis installé dans ma salle d'immersion, et j'en pilote un qui se promène en ce moment à la surface de notre planète sœur. Spectacle à la fois terrible et fabuleux. Une lumière jaune-orangée qui vient tout autant du haut que du bas. Un ciel de nuages jaunes au-dessus de ma tête. Je suis en train de naviguer au ras des mers de lave partiellement en fusion. De temps en temps, un orage éclate, et une pluie d'acide sulfurique tombe sur la chair vive de la planète, provoquant de multiples panaches de fumée qui remontent progressivement reprendre leur place au ciel, au milieu des éclairs. Je me déplace dans ces enfers, tel aîné découvrant le monde des morts, comme si j'y étais réellement. Je suis arrivé en orbite vénusienne il n'y a que quelques heures. Je me suis placé en orbite géostationnaire du côté nocturne, afin de n'avoir pas à me soucier du vent solaire. Sans prendre le temps de me reposer, je me suis pressé de lâcher mes drones récupérer des images de la planète. Je les ai ensuite rappelés, et n'en ai gardé qu'un. Puis installé dans ma salle d'immersion depuis une heure, je me promène comme si j'y étais pour de vrai. C'est fascinant de pouvoir ainsi toucher à un environnement aussi extrême, et de se dire qu'il fut un temps où, ici, comme sur Terre, il y avait des roches, de l'eau et un ciel bleu. Quelle malédiction a donc pu toucher cette planète pour que de paradis elle devienne enfer? Il en faut si peu pour que tout se déséquilibre. Ça nous rappelle que nous sommes bien peu de choses, que si nous continuons d'exploiter avec autant de négligence cette terre qui est encore pour nous un paradis, elle pourrait bien devenir un enfer, comme celui sur lequel je me promène aujourd'hui. Anquise m'a-t-il montré notre descendance? Ce que deviendra notre planète? Ça me donne une idée. Je vais appeler ce drone Sibylle, celui qui m'a montré les enfers. À présent, je vais remonter à la surface. Mon drone a rejoint la couche nuageuse. En pilotage automatique, il revient vers moi en slalomant entre les éclairs jaunes. Toujours en salle d'immersion, je profite du voyage en réfléchissant à la suite. Quand j'aurai arrimé le drone, je me prendrai un peu de repos. Une bonne douche, un bon repas, et on lèvera l'ancre. On sortira les voiles et cap sur Mars. Je pense que 4 jours devraient suffire pour rejoindre la civilisation. En effet, Mars possède plusieurs colonies permanentes, un peu comme sur la Lune. Ça me fera du bien de parler à des vrais êtres humains. D'autant que ce seront probablement les derniers avant de quitter le système solaire. Sibylle a enfin quitté l'atmosphère vénusienne. Je vois le Columbus au loin. Il fonce droit sur lui. Il passe dessous. Une trappe s'ouvre. Il monte lentement. Une légère vibration de l'image me fait comprendre qu'il est correctement fixé. La trappe se referme et la salle d'immersion est complètement plongée dans le noir. Allons se faire une petite sieste et une bonne douche. Enregistrement numéro 7, 5 avril 2184.
Mars emplit tout mon champ de vision. La planète rouge est vraiment magnifique. Quelques nuages fins parsèment son ciel. J'ai laissé la base martienne prendre le contrôle pour l'atterrissage et je profite du spectacle. La base où je vais est proche d'un des pôles de la planète. Elle puise son eau dans le sol gelé à quelques mètres de la surface. Par là, le relief est plutôt plat. Seuls quelques cratères dessinent des ombres projetées par un soleil lointain. Quand je pense que ce petit point lumineux, tout là-bas, n'est autre que le monstrueux ouragan de feu que j'ai affronté il y a quelques jours. Plusieurs petites collines arrondies apparaissent au loin. Pour améliorer la protection contre les rayonnements et les chutes de météorites, la base est recouverte des terres extraites des mines. Ces terrils aux formes douces et régulièrement alignées sont la marque de la présence humaine sur cette planète stérile de toute autre forme de vie. Dès les premières colonies, ils avaient essayé de cultiver sous serre pour profiter de la lumière du soleil. Les serres avaient été conçues pour ne laisser passer que ce qu'il fallait de rayonnement. Une structure métallique avait été ingénieusement mise au point pour résister aux chutes de météorites assez fréquentes sur la planète, mais cela n'avait pas suffi. Il y avait toujours un caillou, plus gros que les autres, qui arrivait à passer entre les mailles du filet et perforait la serre. Alors, ils s'étaient résignés à enterrer les cultures qui, aujourd'hui encore, poussent à plusieurs mètres sous terre, grâce à une lumière artificielle. Cette technologie a été si perfectionnée qu'elle me permet de vivre en parfaite autonomie alimentaire grâce à un écosystème fermé installé à bord du Columbus. Aujourd'hui, la MHD a atteint un niveau de rendement qui lui permet de créer de puissants coussins électromagnétiques avec une faible consommation électrique. Il compte l'utiliser pour la nouvelle serre en combinaison avec la structure métallique grillagée. Une serre test, de petite taille, fonctionne à merveille depuis déjà 1 an. Je vois la nouvelle serre gigantesque, en construction sur la droite de mon écran. Les immenses grues, de plusieurs dizaines de mètres, se dressent, immobiles dans la lumière du soir. Le Columbus vole maintenant en rase-motte et au ralenti. Il s'engage sur une voie en pente douce qui mène, une dizaine de mètres plus bas, sur une grande porte de hangar qui termine de s'ouvrir. Je m'engouffre dans un couloir sombre, à peine éclairé par quelques rampes de lumière fluorescente. L'appareil s'immobilise devant une porte. Je suis dans un sas. Un signal m'invite à reprendre les contrôles de mon appareil. Je m'installe aux commandes, pendant que la porte roule sur un rail pour disparaître sur ma droite, laissant place à un hangar de plusieurs centaines de mètres carrés, bien mieux éclairé que le couloir que je viens de prendre. Les lumières au sol m'indiquent le chemin à suivre pour trouver ma place dans cet immense parking souterrain. Je vois la place qu'on m'a assignée. Des hommes en combinaison anti-radiation s'approchent pendant que je m'aligne. Tous les voyants sont au vert, les trains sont posés, j'ai coupé tous les moteurs. Je ferme ce journal et m'en vais voir si les Martiens sont aussi accueillants que les Séléniens. Enregistrement numéro 8, 6 avril 2184. Valles Marineris. Imaginez un dédale de plus de 4000 km de canyon. Certains larges de 700 km, d'autres d'étroites vallées profondes de plusieurs kilomètres. Imaginez le vertige de se tenir debout au bord d'une falaise de 7 km de haut, parfaitement verticale. Je ne pouvais me rendre sur Mars sans visiter le plus grand, et sans aucun doute, le plus beau canyon du système solaire. Posé sur une île, rocher de plusieurs kilomètres de haut au milieu du canyon, j'écris ces lignes en admirant le soleil se coucher sur ce monument de roche. Levé tard ce matin, j'ai repris les commandes pour faire un peu de tourisme. Oui, levé tard. La soirée a été longue, et moi qui craignais avoir affaire à d'austères colons affrontant la dure réalité du désert, j'ai été surpris. Le Martien est largement à la hauteur du Sélénien, et sait boire et manger. Ils ont su tirer le meilleur parti de leur culture cavernicole, culture de levure, de champignons, des légumes hybrides cultivés sous lumière artificielle et qui n'existent qu'ici. Et surtout, une bière à tomber, très brune, avec parfois d'étranges reflets mauves. Une mousse épaisse et onctueuse, un goût boisé digne des plus grands vins. Incroyable. Je me suis permis, avant de partir, de leur emprunter quelques espèces pour compléter mon jardin. Si ces plants, habitués à la lumière artificielle des caves martiennes, se développent aussi bien aux lumières artificielles de mon appareil, je pense que les longs mois de voyage interstellaire qui m'attendent seront moins ennuyeux. Étant tardivement parvenu à cuver ma cuite martienne, je me suis offert une journée de tourisme. D'abord, visite des sites historiques des premiers robots ayant visité la planète, Spirit, Opportunity, Curiosity. Aujourd'hui, protégés par un dôme de verre, on peut leur rendre visite à l'endroit même où ils ont envoyé leur dernier message. Amusant de parcourir en quelques minutes les kilomètres qu'ils ont mis des années à explorer. Puis j'ai poussé un peu les commandes du Columbus en surfant dans les couloirs du canyon, plongeant dans ces profondes vallées,
remontant ses vertigineuses parois verticales, explorant sa labyrinthe. Le Columbus est fin prêt pour l'aventure. Les derniers rayons du soleil sont en train de s'éteindre au loin derrière l'horizon. Je vais retourner passer une nuit à la base martienne. Je vais tâcher cette fois d'être raisonnable sur la bière. Un long voyage m'attend demain pour mes 2 dernières étapes du système solaire, Uranus et Neptune. Enregistrement numéro 9. 9 avril 2184. Le vide de l'espace interplanétaire s'étend devant moi. C'est là qu'on commence vraiment à comprendre le sens du mot solitude, de l'insignifiance de l'être humain devant de telles dimensions. Uranus n'est qu'un lointain point bleu devant moi, alors que Mars n'est déjà plus qu'une petite boule rouge dans mon dos. Depuis 2 jours, je m'éloigne à très grande vitesse de mon dernier contact avec la civilisation humaine avant longtemps. En quelques mois, si tout va bien, je rejoindrai notre première colonie extrasolaire. Mais avant cela, il va falloir prouver que les nouvelles technologies de repliement spatial mises au point pour le Columbus fonctionnent effectivement. Celles-ci n'ayant encore jamais été testées, il est difficilement envisageable de replier l'espace dans un laboratoire sur Terre sans danger. Rien ne dit que cela fonctionnera correctement. Si ce n'est pas le cas, je serai obligé de faire demi-tour, car il ne me sera pas possible de faire un voyage qui prendrait des dizaines d'années pour chaque étape. Normalement, ce genre de technologie ne peut pas être utilisé au sein du système solaire tant le risque d'une déformation spatio-temporelle pourrait dérégler le mouvement des planètes et mettre ainsi l'humanité en danger. Toutefois, après maintes négociations avec ma base, j'ai obtenu l'autorisation de faire un test entre Mars et Uranus. Étant maintenant relativement loin de Mars, je suis en train de programmer le repliement. Sans lui, il me faudrait au moins une dizaine de jours pour atteindre la planète bleue, là-bas, au loin devant moi. Avec cette nouvelle technologie de repliement, je pense pouvoir créer un couloir suffisamment étroit qui ne mettra pas en danger le mouvement planétaire, ce que ne permettraient pas les anciennes technologies, et atteindre mon prochain objectif en moins de 3 jours. Je dois avouer que je suis très anxieux à l'idée de me déplacer dans cette autre dimension. Qui ne le serait pas en sachant que le risque est de se retrouver piégé dans un micro-trou noir qui me déformerait sur des kilomètres. J'observe le point bleu devant moi, je prends une grande respiration, je soulève le petit panneau de sécurité et enfonce le bouton qui démarre le moteur de repliement. Il se crée devant moi comme une sorte de tourbillon qui semble avaler les étoiles. En une seconde, le ciel est devenu noir, d'un noir absolu qui ne laisse pas paraître la moindre poussière de lumière. Je vérifie le fonctionnement de mes appareils, mais je ne trouve aucune anomalie. Les caméras semblent fonctionner normalement. Une étrange sensation m'envahit. Je ne sais pas si c'est normal. Comme si tout résonnait. C'est difficile à expliquer. J'ai l'impression que tout autour de moi est devenu mou et vibre lentement. L'air semble épais et visqueux. J'ai du mal à respirer. Est-ce que c'est ça qu'on ressent quand on tombe dans un trou noir? Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'écris tant que j'y arrive encore. Mais je ne vois plus très bien devant moi. Je ne sais plus où j'en suis. Je crois que je vais perdre connaissance. Enregistrement numéro 10. 10 avril 2184. Je crois qu'on est le 10 avril, et que j'ai dû dormir une dizaine d'heures. En tout cas, c'est ce qu'indique l'horloge de bord. Je crois que je vais bien. Je ne crois pas être blessé. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai perdu connaissance. Je relis mes notes et comprends que j'ai lancé un repliement spatio-temporel. D'après l'ordinateur de bord, tout fonctionne normalement et le repliement doit encore durer 2 jours. Je n'ai toujours aucune image du dehors. J'imaginais voir les étoiles se déplacer à grande vitesse comme dans les films. Je ne vois rien du tout. Je vais faire un tour dans l'appareil pour jeter un œil au hublot, si je peux voir quelque chose. Et puis, j'ai faim. Je vais me prendre une petite douche et manger. Et nous allons nous arrêter là pour la première phase de lecture de ce soir. Nous passons à la pause. Très très sympa pour ma part. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la lecture. J'ai l'impression qu'il y a un petit bug dans le chat sur Twitch, puisque attendez. Est-ce que j'ai l'impression que les piles de ma lumière sont en train de me lâcher parce que je me trouve beaucoup moins éclairé que d'habitude.
Bref. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit bug dans le chat, puisque j'ai vu des messages de Chimeria qui ne répondaient à personne. Donc c'est un peu bizarre. Moi, tranquille, sage décision. Ou bien, peut-être que Chimeria, peut-être qu'avec les bugs que tu avais, du coup, tu voyais peut-être le live en décalé. Et du coup, tu réagissais peut-être à des choses que je disais en introduction. Ça m'a l'air d'être un peu ça. Ça m'a l'air d'être un peu ça, j'ai l'impression, vu tes réactions. En tout cas, n'hésitez pas à donner vos retours. Je pense que Dimal ne sera pas contre. Hein. Je pense que c'est toujours bien pour un auteur, pour un créateur en général, d'avoir des retours sur sa création. Donc vraiment, n'hésitez pas. Dimal, je suis content que tu apprécies la lecture. Ça me fait plaisir. C'était important pour moi. Et ça fait plaisir de voir que tu es satisfait. C'est cool. Zikael qui nous dit qu'il y a de bonnes idées, que c'est sympa. Bah, merci Zikael pour lui, c'est cool. Sauf le name drop au début. Alors le name drop, quand ça, moi j'ai pas trouvé ça très dérangeant personnellement. J'ai pas trouvé ça très dérangeant. Puis personnellement, Zikael, c'est vrai que je comprends les sponsors et tout au début. Ah ouais, d'accord, ouais, d'accord. C'est vrai que pour aller dans un peu dans le sens de Zikael, c'est vrai que je trouve que si je dois me permettre des commentaires sur le style, je trouve que les accumulations par juxtaposition sont pas hyper bien amenées si je peux me permettre cela. Je trouve que globalement c'est très bien écrit, on comprend bien ce qui se passe, on arrive bien à suivre l'action, c'est déjà le point capital je trouve personnellement. Après il y a un style qui est très très clair, très très direct, mais je rejoindrai justement ce qu'est en train de dire Zikael, c'est-à-dire que j'aurais limite préféré que ce soit sous-entendu. Parce que je trouve qu'en effet c'est pas très approfondi. En fait, vraiment, je concentre mon commentaire sur les juxtapositions, sur les accumulations par juxtaposition. Donc à chaque fois qu'il y a eu, par exemple, je lisais Stevenson, Conrad, Jules Verne, Moitessier. Là, tu vois, c'est bien fait parce qu'on comprend, je trouve, directement derrière. J'aurais bien aimé naître avec ces personnes et ça évoque des choses directement. Donc je veux dire, c'est des noms suffisamment connus pour que ça parle à tout le monde, etc. Après, pareil, tu parles de Colomb, Magellan, etc. Pareil, forcément, tout le monde connaît. Et vu qu'il y a un petit paragraphe derrière pour un peu nous expliquer, ouais, ça nous parle, c'est facile, etc. On comprend. Après, dans les autres références, il y a des choses qui me passent totalement au-dessus. Et justement, dans ces accumulations par juxtaposition, parfois, j'ai eu un peu de... J'ai trouvé que c'était... Voilà, je dirais plutôt, moi, que ça passait rapidement, tu vois. C'est-à-dire que là, j'aurais bien aimé en savoir un peu plus. Et je pense que d'ailleurs, de manière plus globale, ça va être un peu mon ressenti sur tout ce début de texte. Je dirais que globalement, je trouve que ça passe un peu rapidement. J'aurais bien aimé, en fait, vu qu'on voit qu'il y a un univers qui a été créé, vu qu'on voit qu'il y a une réflexion. D'ailleurs, tu pousses... tu pousses... je trouve que tu pousses assez loin, mais pas suffisamment. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est intéressant parce que la réflexion sur comment fonctionne le vaisseau, comment fonctionne la technologie, sur comment s'est développée l'humanité dans l'espace, etc. Je trouve tout ça très intéressant, mais j'aurais envie d'en savoir plus. Donc c'est plutôt un point négatif, mais positif à la fois, tu vois. C'est justement vu que ça a l'air intéressant, on aimerait en savoir plus. Enfin, en tout cas, moi, c'est un peu mon ressenti. Vu que c'est une belle vitrine, ça a l'air intéressant, j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'informations. J'aurais bien aimé qu'on passe un peu moins vite. J'aurais bien aimé qu'on passe même moins vite sur la visite de chaque planète et qu'on ait peut-être un peu plus d'informations. Tu vois, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais par exemple, quand tu nous parles de Mars et du fait que ça soit l'une des seules planètes, enfin l'une des planètes avec plusieurs colonies, etc.
J'aurais trouvé ça intéressant de savoir bah, pourquoi sur cette planète-là il y a plus de colonies, etc. Et pourquoi sur Vénus, par exemple, pas du tout. Bon, après, on peut s'en douter avec les conditions météorologiques, etc. Mais tu vois, je veux dire, avoir peut-être un petit peu plus d'éléments sur les événements historiques, je trouve que ça aurait été assez intéressant. Mais après, c'est sûr que ce n'est que le début. Et j'ai hâte de voir la suite, justement. Parce que déjà là, c'est pour ça aussi que je me suis arrêté à ce moment de la lecture. C'est un peu à dessein. Parce que justement, je trouvais que là, il commençait à se passer un peu plus quelque chose. Pour le moment, je voyais ça vraiment comme un journal de bord, c'est-à-dire au jour le jour, on découvre son univers en même temps que lui. Et ça, c'est très cool, je trouve, comme sentiment. Mais pour le moment, c'était une balade sans but, entre guillemets. Là, il commence à y avoir des éléments qui nous laissent s'entendre qu'il va y avoir une aventure. Pour le moment, c'est, comme le dit le personnage plusieurs fois, tous les feux sont au vert. Donc pour le moment, tout passe rapidement parce que tout est normal. Quelque part, c'est bien aussi parce que du coup, ça nous montre à quel point, d'après ta vision, en 2184, ça serait quelque chose de réalisable facilement, entre guillemets. Mais, mais ouais, du coup, pour le moment, c'est vrai qu'on passe rapidement sur les choses. Et là, j'ai l'impression qu'on va commencer à s'apesantir, qu'il va peut-être y avoir une intrigue un peu plus construite plutôt que juste suivre un voyage entre guillemets, méga guillemets, lambda. Parce que bon, quand même, on va dans l'espace, etc. C'est pas rien. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant sur la fin. Par exemple, le fait de parler des Séléniens. Je me demande vachement. Enfin, il y a plein de petits indices de ci, de là qui m'intriguent beaucoup. Que ce soit le fait de dire que les Martiens sont finalement assez festifs et de les comparer aux Séléniens, bah direct ça intrigue vachement. On se dit tiens, les Séléniens c'est les habitants de où ça? Le fait de, en fait voilà, c'est des petites comment dire, c'est des petits chocolats disséminés par-ci par-là qui nous font dire ah oui d'accord, l'univers fonctionne comme ça. Par exemple de dire euh, tout à fait normalement comme si c'était le quotidien en 2184 de dire ah bah on va arriver à la première colonie extra-solaire. Ça pareil, je trouve que c'est bien trouvé de le faire très rapidement, là à contrario, je dirais que c'est bien fait que ce soit rapide, de le faire rapidement en une phrase, et juste en une phrase, c'est suffisant que c'est suffisant pour donner au lecteur ce délire de ah, ah d'accord, ah d'accord, il y a des extrasolaires, et c'est vachement ouais, c'est vachement entraînant, quoi. Ça donne vachement envie de voir la suite. Alors, d'ailleurs, Zikal qui nous dit que le vaisseau a l'air génial. Là, vous avez un vaisseau, un visuel du vaisseau, comme je disais tout à l'heure, c'était par Laurent Palmier. Et du coup, n'hésitez pas à checker le site encore une fois, je le mettrai dans la description de la vidéo YouTube. Il y a pas mal d'illustrations qui sont vachement jolies pour accompagner la lecture. Dimal qui disait j'attendais de voir comment tu allais lire le repliement. Oui, parce qu'il faut savoir que le repliement de l'espace avec cette technologie là, dans le texte, ça s'emballait. C'est-à-dire qu'il y a des consonnes multipliées à l'infini et des voyelles multipliées à l'infini pour signifier le fait que voilà, il y a la technologie qui est en cours de marche et qu'il est en train de tomber dans les pommes. Je sais pas si je l'ai bien fait, j'ai été un peu pris de court, j'avoue que je m'y attendais pas. J'espère que ça a été sympathique. Et du coup, bah personnellement, dit mal, il me semble avoir vu les Séléniens. Attends, est-ce que je peux retrouver ça? euh... Là, comme ça, je crois que je vais avoir du mal. Ah, je retrouve plus. Le fait de donner des noms aux drones, etc. Enfin, ouais. Il y a plein de petites références. En fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que je pense que le néophyte a quand même son quota de choses auxquelles se rattacher. C'est-à-dire que moi, je me considère pas. Je me considère pas
Je me considère pas forcément professionnel de l'espace, etc. Mais c'est vrai que je suis assez curieux et que c'est des sujets qui m'intéressent. Et je trouve que même si on s'y connaît peu, c'est suffisamment bien expliqué, il y a suffisamment de références historiques ou à des technologies ou à des choses qui nous parlent pour qu'on arrive facilement à comprendre et à se dire ah oui d'accord, là ça se passe comme ça, etc. Donc ça je trouve ça pas mal fait. Il y a un truc aussi qui m'a frappé pendant la lecture que je trouve intéressant. C'est... Désolé, j'ai du mal à me concentrer. En ce moment, je travaille beaucoup trop sur le projet secret. Et j'ai vraiment le cerveau en bouillie. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le truc que j'ai trouvé très intéressant et très drôle, parce que c'est un hasard total, c'est que on parlait de Vénus tout à l'heure, et c'est ce genre de digression aussi que j'aime bien. Quand le personnage dit que Vénus est une planète sœur à la Terre et que apparemment elle a été comme la Terre et elle a été le même paradis qu'est la Terre pour nous aujourd'hui, et que maintenant c'est l'enfer. Et du coup ce genre de petite digression sur un petit paragraphe pour nous faire un peu une réflexion à la limite entre morale, philosophie, politique, etc., etc. Je trouve ça hyper intéressant et même purement cosmologiquement, je trouve ça hyper intéressant parce que, en fait, c'est ça qui est beau, je trouve, avec l'espace, c'est qu'on peut se poser plein de questions d'ordre moral, etc., etc., et on peut se faire, comme le fait le personnage, se faire des gros délires aussi et des gros questionnements existentiels en mode on est tout petit au milieu de l'univers, etc. Enfin, c'est plein de problématiques qui m'intéressent vachement. Et du coup, concernant le cas précis de Vénus, c'est marrant parce que juste avant le live, peut-être 30 minutes avant le live, j'ai vu un article traîner, passer rapidement sur Facebook, et le titre disait que il y a des théories scientifiques qui diraient que Vénus aurait été habitable, avec des énormes guillemets, donc pas forcément habitée, mais aurait eu les conditions d'habitation comme on l'entend sur Terre pendant environ 3 milliards et demi d'années, je crois. Donc c'est marrant de voir ce parallèle et d'en avoir entendu parler dans la même journée. Enfin ouais, c'est ça qui est cool, c'est que c'est quand même des sujets très importants. Comment dire? Pour plein de gens, j'ai l'impression que ça pourrait être considéré comme des sujets sans importance, et au final, je trouve que c'est des sujets qui nous réunissent tous quelque part, et on s'est tous pris à rêver et se dire ouais, l'univers peut être comme ci, comme ça, il peut y avoir telle chose dans l'univers, il peut se passer telle chose, et puis on peut faire tel machin pour aller plus vite, et ainsi de suite. Et puis de se dire, en fait, ouais, c'est une machine à rêve infini, et c'est pas mal. Et à réflexion aussi philosophique, je trouve. Et il y a aussi ce délire de, dans le même ordre d'idées, cette envie de créer des univers futurs qui est vachement intéressant, je trouve. Là, de placer l'action en 2184, je trouve ça hyper intéressant. Moi-même, j'ai écrit un texte de science-fiction en début d'année, disponible sur Wattpad, qui s'appelle La paix sur Terre, et qui est aussi sous forme de journal de bord. Je pense que le journal de bord, c'est un bon format pour imaginer un futur. Et, et moi-même, je crois que je l'ai placé pas loin. Je me rappelle plus en quelle année j'ai placé. Honte à moi. Mais je crois que je l'ai placé pas loin de toi non plus. Donc, comme quoi, il y a des résonances, il y a des logiques. Même si on a tous sa propre idée du futur, sa propre idée de comment l'humanité va se développer. Est-ce que on va partir dans l'espace? Est-ce qu'on va trouver une nouvelle planète à coloniser? Est-ce que ceci, cela? C'est autant de questions au final auxquelles on n'a pas de réponse et on n'en aura sûrement jamais jusqu'à y être arrivé. Mais non, je retrouve pas le terme. S'improviser futurologue, entre guillemets, c'est un exercice qui est vachement intéressant. Et, et ouais, je trouve, bah ouais, ça laisse rêveur. Et puis, on peut aussi
entre guillemets, se crée son utopie, mais aussi se crée sa dystopie. Enfin, il y a des tas de choses. Enfin, c'est assez intéressant. Franchement, c'est un genre que j'ai pas beaucoup lu, bizarrement. Mais c'est vrai que c'est un genre qui peut ouvrir des portes à l'infini et qui est vachement intéressant pour cela. Alors par contre, j'avoue que sélénien et sélénite, je sais pas du tout de quoi tu me parles, Dimal. Je pensais que c'était une invention de ta part, pour être franc. Euh, alors, j'ai fait un peu de recherche pour écrire ce projet et j'ai découvert qu'il fut un temps où Vénus et Mars étaient aussi des planètes bleues il y a longtemps. Ça, c'est le genre d'info que je trouve dingue. Mais quand tu te renseignes sur l'univers, il y a vraiment des choses qui te brainfuck, mais à un point, enfin, c'est assez fou. Genre, je sais que j'avais créé un jeu de rôle qui s'appelait Continent. Et ce jeu de rôle, je l'ai masterisé pendant quelques séances. Et du coup, j'avais créé tout l'univers, etc. Et pour créer l'univers, j'avais fait beaucoup de recherches sur l'espace. Et j'allais de découverte en découverte. Et à chaque fois, j'étais en mode, mais c'est dingue. Et après, j'arrêtais pas d'aller en reparler aux gens. Parce qu'il y a quelque chose d'excitant, il y a quelque chose de se dire, putain, on pense que ça marche comme ça. Et en fait, ça marche pas comme ça. Il y a quelque chose de toujours découvrir davantage. C'est un puits sans fond de connaissances, et ça qui est intéressant aussi, on s'y perd quoi. Et il y a ce truc de ah putain, je pensais que toutes les planètes du monde fonctionnaient comme ça. Je vais vous donner un exemple, par exemple moi qui m'a troué le cul alors que c'est un truc simple, mais un truc qui est très étonnant, un truc qui est très étonnant et enfin personnellement j'ai du mal à me le figurer, je trouve que ça n'a aucune logique. Alors attention encore une fois, je ne suis amateur, je suis pas du tout professionnel, donc peut-être que je vais dire de la merde, mais en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris. Un truc qui était très bizarre, c'est que si j'ai bien compris mes études du système solaire, tous les satellites de planètes tournent toutes sur un plan horizontal. Admettons, voilà, sur un plan horizontal, en tout cas sur un même plan. Donc admettons, ça voudrait dire que absolument tous les satellites du système solaire font ça. Ok? Alors du coup tu te dis, bah c'est la règle. Bon déjà je trouve ça étonnant et étrange. Mais du coup tu te dis c'est la règle. Et en fait, quand tu te renseignes, non. Toutes sauf deux ou trois. Sauf deux ou trois cas très précis à deux, trois endroits. Et deux ou trois, on pourrait se dire, ouais, bah c'est beaucoup. Mais non, deux ou trois, c'est très peu, parce que des satellites, rien que dans le système solaire, il y en a énormément. Et en fait, rien que deux ou trois, on sait pas pourquoi. Enfin, on sait pas pourquoi, il n'y a pas de raison, mais étonnamment, quasi tous les satellites font ça, et il y en a deux ou trois qui font ça. Et tu sais pas pourquoi, verticalement. Et je trouve ça trop perturbant, je trouve ça trop bizarre. Et après, autre chose qui est très perturbant sur les orbites des satellites, on sait que par exemple, la majeure partie des satellites font ce sens, alors je sais pas si c'est horaire ou anti-horaire, et une seule est dans l'autre sens, et tu sais pas pourquoi. Et bah, je trouve ça mais fascinant en fait, je trouve ça dinguissime de se figurer ce genre de choses, de se dire, putain, dans l'univers, il y a des constantes, des grandes constantes géologiques, des grandes constantes cosmologiques, etc. Et pourtant, on trouve des contre-exemples, et ça semble tellement inédit, tellement étrange, parmi toute cette gamme d'étoiles, de satellites, etc., qu'on peut voir, qu'il y en ait qui dénotent à la règle, qui dérogent à la règle, qu'on est en mode, mais pourquoi? Il n'y a pas de raison, en effet, il n'y a pas de raison particulière, mais du coup, c'est vachement étonnant de se dire, tout fonctionne, tout a l'air de fonctionner d'une certaine manière, régi sous un certain système, et en fait, non, il y a des exceptions. Enfin, je trouve ça assez fascinant, et du coup, apprendre, entre guillemets, toutes ces petites exceptions, toutes ces petites particularités cosmologiques, je trouve ça assez fou et assez, ouais, assez étonnant, assez enrichissant et assez émerveillant, si je puis dire. Et du coup, bienvenue sur ce live Lanicia, bonsoir. Alors, Séléné, déesse grecque de la lune, j'ai connu le terme grâce à Mass Effect personnellement. Ok, bah bienvenue Lanicia et merci pour cette information. Je savais que Séléné c'était une déesse grecque, mais je savais plus que c'était la déesse grecque de la lune.
Et du coup, en effet, ça a beaucoup plus de logique que les Séléniens et les Sélénites sont soit le nom donné aux habitants de la Lune. Et du coup, my bad, je ne connaissais pas le terme, je l'avoue. Et tout à l'heure, en fait, quand tu parlais de Sélénite, je pensais que du coup, tu parlais d'une planète extrasolaire qui aurait été, je sais pas, Sélène, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais d'accord, merci pour l'éclairage là-dessus, les amis. Le nom de Sélénien sélénite date du 2e siècle, ça vient d'un auteur grec, le premier auteur de science-fiction. J'avoue, c'est un peu ça, hein. Mais en plus, les Grecs étaient très portés sur l'astrologie, oui, l'astronomie, pardon. Donc, c'est pas étonnant, hein. Euh, Alors, si ce n'est que des satellites qui tournent pas comme les autres finissent par percuter les autres au bout d'un moment, si bien que du coup, seuls ceux qui tournent dans le même sens survivent à la fin. Ah, intéressant. Mais ouais, c'est ça aussi qui est marrant dans les exceptions, c'est que tu te dis comment cet intrus au système peut fonctionner malgré le système. Enfin, c'est assez intéressant tout ça. Bref, j'ai déjà pas mal parlé sur cette pause, je pense que je vais reprendre la lecture, chers amis. Et du coup, je pense qu'a priori, je vais faire ce que j'avais dit en début de live, c'est-à-dire que je pense faire 20 enregistrements aujourd'hui, 20 enregistrements la prochaine fois, puis terminer avec 30 enregistrements. Comme ça, on devrait avoir terminé la saison 1 en 3 lives. Et soit on enchaînera directement avec la saison 2 si tout s'est bien passé, soit on fera une petite pause avec une autre lecture avant d'y revenir, mais je pense qu'il n'y a pas de raison, je pense que ça devrait bien se passer et qu'on pourra enchaîner saison 2, saison 3 sans problème. J'ai la bouche assez sèche, j'espère que je vais savoir lire convenablement et faire honneur à cette lecture. Je vous souhaite à tous une bonne écoute, chers amis. Bonne écoute Lanicia, bonne écoute Dimal, bonne écoute Chimeria si tu es toujours parmi nous. Bonne écoute Zikael. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour l'outro du live. Enregistrement numéro 11. 13 avril 2184. 24 heures que je suis plongé dans le noir complet. Il n'y a plus rien à l'extérieur du Columbus. C'est comme s'il était enveloppé d'un brouillard noir, qui absorbe absolument toute forme d'énergie. Au hublot, je ne vois même pas les lumières clignotantes sur la coque de l'appareil. Je ne reçois plus aucune réponse à mes messages à la base. Je suppose que tout ceci est normal quand on replie l'espace, mais je trouve cela particulièrement inconfortable. Ils auraient quand même pu me prévenir. À moins que ce soit caractéristique de cette nouvelle technologie de repli mise au point spécialement pour le Columbus. J'ai décidé de laisser le voyage continuer normalement. Je n'ai plus qu'une quinzaine d'heures d'attente. Après je serai fixé, et saurai si tout ça est normal ou pas. En attendant, je me change les idées. Je m'occupe de vérifier le bon fonctionnement de mon système d'alimentation. J'ai 2 types d'alimentation. Un système de micro-alimentation et des cultures plus traditionnelles, avec des fruits et légumes hors sol et un aquarium de sardines. La micro-alimentation est un système de culture entièrement automatisé de levures et de plancton, phytoplancton et zooplancton. Il génère des barres alimentaires déshydratées qui assurent la base de mon alimentation. Avec ces barres, je suis assuré d'avoir le minimum vital nécessaire. Toutefois, on ne peut pas dire que ce soit de la grande cuisine, et quand on est condamné à passer des mois seul dans une boîte de conserve volante, il est crucial d'entretenir une bonne santé morale et psychologique, et cela passe par une bonne alimentation. C'est le rôle du 2e système de culture. C'est certes de la culture hors sol, mais même si les résultats sont parfois assez irréguliers, il assure un rôle gustatif d'assez bonne qualité ainsi qu'un rôle ludique non négligeable. En effet, quoi de plus distrayant que de passer du temps à entretenir un jardin ou élever des poissons pour avoir ensuite le plaisir de goûter à des mets qu'on prendra plaisir à préparer. C'est ainsi que, plongé dans le noir du repli spatial, j'occupe une grande partie de mon temps à cultiver toutes sortes de fruits, légumes et herbes aromatiques, ainsi qu'à mettre au point des recettes savoureuses en essayant diverses combinaisons. Comme je le disais en début de ce post, dans moins d'un jour, le Columbus est censé revenir dans un mode de navigation plus conventionnel. Pour éviter les éventuels désagréments du retour à la normale, des fois qu'il se passe la même chose que lorsque le repliement s'est fait, j'ai mis au point une procédure d'endormissement et de réveil programmé. Je vais me plonger artificiellement dans le sommeil après m'être harnaché à ma couchette et avoir mis un masque et programmer un réveil quelques heures après par diffusion des gaz appropriés dans le système respiratoire. Je vais le tester, de suite, histoire d'être au point lors du retour à l'espace normal,
Enregistrement numéro 12. 14 avril 2184. Quel plaisir de se réveiller et de voir cette magnifique boule bleue devant moi. Uranus brille dans toute sa splendeur. De fins anneaux blancs à peine visibles viennent surligner la lumière salvatrice de mon prochain objectif. En effet, je me suis couché il y a quelques heures avec pour seul horizon le noir terrible qui semblait avoir avalé tout l'univers que je connaissais. Je me suis couché avec l'angoisse de ne pas savoir si le retour à la navigation conventionnelle allait se faire correctement, ou si j'allais devoir errer dans ce trou noir pour l'éternité. En m'allongeant, j'ai, comme bien souvent, une dernière fois plongé mes yeux dans les siens. Sa photo est la seule chose que j'ai accrochée à côté de ma couchette. Ses yeux sont comme un océan que j'aime à parcourir avant de dormir, une sorte de petit rituel qui me rappelle mon vœu d'emporter avec moi ce qu'il y avait de plus beau avant de partir. Et puis, en me levant il y a quelques minutes, quelle ne fut pas ma surprise de trouver ce magnifique œil bleuté fixé sur moi, comme s'il veillait sur mon réveil. Il n'est pas aussi beau que le doux regard qui veille sur moi quand je m'endors. Le bleu est un peu plus uniforme. De rares nuages blancs et de rares nuages de bleu sont les seules maigres variations. De rares nuages blancs et de rares nuances de bleu sont les seules maigres variations que la nature de cet astre a réussi à faire quand elle a voulu imiter le doux regard que je suis parti chercher. Mais je n'en reste pas moins touché de l'immense réconfort que m'apporte ce nouveau phare dans l'immense et terrible noirceur de l'espace. Le Columbus vient donc de passer avec succès le dernier test qu'il me restait à valider avant de pouvoir véritablement commencer ma conquête de notre galaxie. Toutefois, je ne vais quand même pas rechigner à visiter les beautés de notre système solaire avant de le quitter définitivement. Il me reste 2 jours de voyage, à la vitesse du déplacement conventionnel, et j'aurai rejoint Uranus. Je passerai quelques jours à visiter la planète bleue, ses anneaux et satellites. Puis encore un saut dans le repliement spatial pour aller voir Neptune. Il me faudra ensuite franchir la ceinture de Kuiper pour m'éloigner de toute matière, et je pourrai alors replier l'espace vers nos lointaines colonies extrasolaires. Je vais faire un tour extravéhiculaire pour confirmer que le saut dans l'espace replié n'a rien endommagé. Ensuite, je préparerai plus précisément le programme de la visite. Enregistrement numéro 13. 16 avril 2184. Me voilà posé sur Titania, la plus grosse lune d'Uranus. J'ai pu me dégourdir un peu les jambes en marchant sur un vrai sol. La gravité, bien que 4 fois inférieure à celle de la Lune, est bien agréable à sentir sous ses pieds. En effet, je n'ai pas de gravité dans le Columbus, et suis obligé, pour maintenir ma masse musculaire, de m'astreindre à plusieurs heures d'exercice physique quotidiennement. Pour cela, l'appareil est bien équipé. Il y a le classique vélo d'intérieur, mais aussi un tapis de course bidirectionnel équipé d'élastiques et de chaussures magnétiques qui reproduisent quasiment à la perfection la sensation de course terrestre. Il est bien sûr assorti de programmes faisant varier les sensations gravitationnelles pour simuler les côtes, les descentes, les virages, ainsi qu'une dureté variable du sol pour simuler différents types de terrains, comme une piste d'athlétisme, un chemin caillouteux, une plage de sable fin ou une prairie herbacée. Associé à un casque de réalité virtuelle, je peux ainsi courir ou simplement me promener, n'importe où sur Terre. J'ai même quelques programmes simulant des terrains d'autres planètes, comme Mars, ou des univers complètement fictifs, futuristes ou fantastiques. Bien sûr, ce genre d'environnement n'apporte pas un grand plus quant au rôle initial de cet appareil, qui est d'entretenir voire d'améliorer la masse musculaire, mais joue un rôle très important dans le maintien des fonctions psychologiques, ce qui est critique quand on est seul au milieu du vide spatial. Mon exercice préféré est le tube de natation. C'est un grand tube cylindrique d'environ 2 mètres de diamètre et 3 mètres de long, complètement hermétique. Une fois à l'intérieur, je le ferme, je mets un masque et un tuba relié à une source d'air comprimé, et j'attache à mon bras un petit tableau de contrôle avec lequel je démarre le remplissage du tube et programme ma balade, mer du Sud, mer Rouge, océan Arctique avec promenade sous la banquise, exploration des profondeurs marines, visite du Titanic. Le système envoie devant moi de l'eau sous pression pour me permettre de nager, et modifie l'image à l'intérieur du tube pour représenter l'environnement que je suis en train de visiter, modifiant l'image en fonction de mes mouvements. La température de l'eau est même légèrement modifiée pour augmenter les sensations lors d'une exploration sous la banquise ou le passage à proximité d'une cheminée volcanique, sans bien sûr reproduire les véritables températures qui seraient insupportables. La variété et la quantité de ces programmes est telle que je peux envisager les prochaines années d'exploration spatiale en toute sérénité, sans craindre d'avoir à refaire un parcours déjà fait. Pour revenir à la réalité du moment, la surface de Titania est couverte de petits rochers et d'une épaisse poussière grise. De temps en temps,
Je suis surpris par un petit jet de gaz en provenance de la faible activité cryovolcanique. Ils sont si rares et faibles qu'ils ne représentent aucun danger, mais ils surprennent toujours au milieu de ce paysage qui semble complètement mort. Au-dessus de ma tête, j'ai la magnifique lumière bleutée d'Uranus que j'irai voir de plus près demain. Au loin, le soleil est un petit point à peine 3 ou 4 fois plus gros que les autres étoiles. Sur ce, je retourne à l'intérieur du Columbus, m'occuper de mon jardin, et faire un peu de recherche dans ma bibliothèque virtuelle pour préparer mon exploration d'Uranus et de ses satellites. Enregistrement numéro 14, 18 avril 2184. Le survol d'Uranus est assez ennuyeux. L'atmosphère est très uniforme. Une légère couche nuageuse de méthane dessine des filaments blancs. Il est difficile d'imaginer que ce paisible spectacle cache des vents de plusieurs centaines de kilomètres par heure. Je fais un tour des nombreux satellites. Je décide de me poser sur Umbriel, au cœur du cratère Wunda, pour observer de plus près cette accumulation de glace pure qui a fait couler tant d'encre. Les magnifiques dunes blanches reflètent avec une telle pureté la luminosité combinée d'Uranus et du Soleil que c'en est presque éblouissant. Quel sentiment de calme et d'infini d'être ici. Rien que le vide noir du ciel, la lumière bleutée d'Uranus, le lointain point blanc légèrement jaune du Soleil. J'ai aperçu une fois, passé dans le ciel, une des sondes robots qui viennent faire le plein d'hydrogène et repartent vers la Terre ou vers Mars. Une fois par semaine, une nouvelle sonde arrive et une autre repart. Ce balai incessant fournit le carburant nécessaire aux activités humaines. Certains prétendent que cela déséquilibre les écosystèmes de ces planètes par l'introduction de gaz extérieurs. Pour Mars, le risque est très réduit. Mais en ce qui concerne la Terre, son déséquilibre est déjà bien avancé. Sans l'ingénierie météorologique qui s'y est bien développée, cela ferait longtemps qu'elle ne serait plus habitable. L'émigration en pleine croissance vers Mars et les colonies extrasolaires devrait permettre de réduire l'activité humaine sur Terre et l'aider à retourner vers l'équilibre. Assis sur les dunes de glace de Wunda, je contemple ainsi notre système solaire, philosophant avec moi-même sur le sort de l'humanité. Si je démontre qu'avec ces nouvelles technologies, on peut atteindre nos lointaines colonies en des temps raisonnables, alors l'immigration s'intensifiera certainement. Penser que ma si insignifiante balade pourrait jouer un rôle clé dans l'avenir de l'humanité. Au loin, je vois un point bleu sombre dans le ciel. Il s'agit de Neptune, une planète très similaire à Uranus, bien qu'un peu plus petite et plus dense. Sa couleur bleue, beaucoup plus intense que celle d'Uranus, a récemment été expliquée par la forme chaotique de sa surface de diamant. Les deux planètes ont, en effet, une surface faite d'un océan de carbone métallique, liquide, recouverte de carbone sous forme de diamant, y flottant, telle une immense banquise. Quand on pense que certaines rêvent d'une rivière de diamants, et qu'on en a là, presque à portée de main, un véritable océan. Je dis presque, car les conditions de pression et de température y sont telles qu'il est inimaginable d'essayer d'y renvoyer un quelconque robot puisé dans cette abondance qui est si rare sur Terre. Pour revenir donc à l'intense couleur bleue de la cousine Neptune, sur celle-ci la météo y est beaucoup plus chaotique que sur la paisible Uranus qui éclaire mon ciel actuellement. Là-bas, les vents y atteignent des vitesses de plus de 2 milliers de kilomètres par seconde, de loin les plus rapides du système solaire. Alors que sur ma paisible Uranus, la planète la plus froide de notre système, les vents y sont plus uniformes. Ces tempêtes d'hydrogène ont façonné sur Neptune une surface bien plus chaotique. Imaginez des cristaux de diamant de la taille d'une montagne, qui diffractent différemment la lumière du soleil, d'où une couleur plus bleue que la froide et claire banquise uranienne. Cette paisible exploration de nos lointaines planètes de glace m'a convaincu que le tourisme est ici assez ennuyeux et limité. Je vais changer mon programme et laisser tomber l'exploration de Neptune. Je vais me reposer encore quelques heures sur Umbriel, histoire de m'offrir une bonne nuit de sommeil, autant qu'on puisse faire une quelconque différence entre le jour et la nuit ici. Puis je me programmerai une sortie du système solaire en utilisant l'attraction d'Uranus comme pour un lance-pierre. Une fois sorti du plan de l'écliptique, je pourrai replier l'espace vers notre plus proche colonie de C11. Un voyage de 2 ou 3 mois. Alors attendez, désolé, je suis pas sûr que ce soit C11 ou CLL. Je sais pas, la police d'écriture, comment elle réagit. Bref. Je vais dire C11, mais si c'est CLL, n'hésitez pas à me reprendre, dit mal. Alors, une fois sorti du plan de l'écliptique, je pourrais replier l'espace vers notre plus proche colonie de C11. Un voyage de 2 ou 3 mois. Mais avant cela,
Il me faut m'éloigner, et pour le tour de manège autour d'Uranus que je vais subir demain, je préfère être au mieux de ma forme. Enregistrement numéro 15, 24 avril 2184. Me voilà à nouveau plongé dans le noir absolu du repliement spatio-temporel, et cette fois j'en ai pour 79 jours. Autant dire qu'il va falloir trouver à m'occuper si je ne veux pas devenir fou. Mais bon, ça n'est pas les occupations qui manquent à bord. Sport, lecture, vidéo, jeux, jardinage. Sans parler d'Amar, une intelligence artificielle embarquée, programmée pour communiquer avec les voyageurs spatiaux et veiller sur leur santé psychologique. Jusqu'ici, je n'avais pas trop fait appel à elle est dotée d'une voix féminine, car j'étais bien occupé avec la navigation. Mais les mois qui viennent risquant d'être vides et déprimants, j'ai décidé de l'activer. Elle n'a aucun contrôle sur l'appareil. Elle ne peut que communiquer avec moi, surveille mes actions et mes activités. Si elle détecte chez moi un comportement suspect ou des signes de stress dans nos conversations, elle me prévient et m'aide à évacuer ce stress. Pour l'instant, on n'a pas échangé grand-chose, juste des bonjour-bonsoir et quelques autres banalités du même genre. Pour tout avouer, je me demande même si je ne risque pas de devenir encore plus fou à discuter avec une machine. Donc, pour l'instant, elle surveille juste mes actions, sans beaucoup plus d'interaction. Pour revenir sur ce qui s'est passé depuis mon dernier enregistrement, j'ai quitté Umbriel pour me mettre en orbite autour d'Uranus. J'ai progressivement accéléré ma rotation jusqu'à m'éjecter dans la direction de C11 à la vertigineuse vitesse de 500 000 km/h. J'ai attendu 4 jours pour effectuer mon repliement, le temps de m'éloigner suffisamment, de faire un dernier point avec ma base, de programmer le repliement et de revoir le fonctionnement de tous les appareils. Et me voilà, depuis 2 jours plongés à nouveau dans le noir. Mais pas tout à fait. J'ai programmé l'affichage de la cabine pour me montrer ce qu'il y aurait à l'extérieur si je voyageais dans l'espace normal. Je vois donc, depuis le poste de pilotage, non pas ce qu'il y a à l'extérieur, mais une reconstitution du ciel étoilé, tel que je le verrais si je voyageais sur une ligne droite, du point d'où je suis parti au point où je suis censé retourner dans l'espace normal dans le temps qui est prévu. Autant dire que, éloigné comme je suis de tout corps céleste, l'image est quasi immobile, les mouvements étant imperceptibles à l'œil. Mais c'est moins déprimant que le noir absolu. Je vais fermer cet enregistrement pour aller faire un peu de sport. Après, je me ferai 1 ou 2 films immersifs et attaquerai le programme de lecture que je me suis concocté avec ma bibliothèque. Je raconterai tout ça dans mon prochain post. CL1, C pour colonie et 1 pour numéro 1. Ok. D'accord, donc c'est CL1, c'est bien ça. Du coup, voilà, vous avez l'information que c'est CL1. J'essaierai de le prononcer comme ça maintenant. Enregistrement numéro 16, 27 avril 2184. Bonjour, Balt. Bonjour, Amar. Tu as bien dormi? Très bien. Et toi? Tu sais bien que je ne dors pas. Oh, j'avais oublié. Faudra qu'il rajoute un module humour sur la version 2, pensais-je. Pense. Pense-je. C'est dur à dire. Pense-je. Tu as prévu de faire du sport aujourd'hui? Oui, comme tous les jours. Merci de te soucier de ma santé. C'est mon rôle. C'est ainsi que commencent mes journées. Je me demande si je ne vais pas la débrancher. Je préfère discuter avec mes plantes. Elles ont l'air presque plus intelligentes. Au moins elles produisent quelque chose. J'ai récolté des tomates succulentes hier. Agrémentées d'un filet d'huile d'olive, j'ai quelques aliments en stock qui ne sont pas produits par mon jardin et qui, bien que non vitaux, vont finir par me manquer un jour. De feuilles fraîches de basilic, un peu d'ail, ce fut un régal. C'est fou ce qu'on peut apprécier les produits frais quand on vit soi-même dans une boîte de conserve. Hier fut une journée cinéma. Je me suis enchaîné 3 Sergio Leone, reformatés en 360, dans ma salle d'immersion. Ils ont reconstitué en images de synthèse les décors du Grand Ouest sauvage pour plonger le spectateur au cœur du désert ou des batailles de la guerre de sécession. C'était fabuleux. Sur Terre, ils ont même des salles où ils peuvent rajouter la sensation du vent, de la pluie, des odeurs. Demain, je m'offre la triple trilogie de la guerre des étoiles dans l'ordre chronologique de l'histoire, près de 20 heures de films d'affilée. Aujourd'hui, je vais me faire une journée plus calme. J'ai programmé la salle d'immersion pour me plonger dans un paisible décor de plage paradisiaque. Je vais m'y installer pour faire un peu de lecture. Je vais profiter de mon long voyage pour relire tous les grands classiques de la science-fiction. Fondation, Rama, Sédan, Ubik. Mon four à pain vient de sonner. C'est l'heure de mon petit déjeuner.
Enregistrement numéro 17. 30 avril 2184. 20 heures de voyage mouvementé dans l'espace. Non, je n'ai pas croisé la trajectoire d'une planète orpheline. Je me suis offert la triple trilogie de la meilleure œuvre de science-fiction. Certes, la guerre des étoiles a plus de 200 ans, mais ça n'a pas pris une ride. Il est vrai que la version que j'ai regardée a été remasterisée en full 4 pays, comme ils disent, mais son scénario tient toujours la route. Sans parler du final, le sacrifice ultime de Luke Skywalker. Même après près de 20 heures de film, on arrive encore à pleurer quand, comme son père, 3 films plus tôt, revenant du côté clair de la Force, il se sacrifie pour sauver la galaxie. Évidemment, Miss, je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi, n'a pas raté l'occasion de me faire remarquer que 20 heures enfermé dans la salle d'immersion à regarder des films en full 4 pays, ça n'était pas bon pour mon mental, et que je ferais mieux de faire un peu de sport. Ça ne fait pas une semaine que je l'ai activé, et déjà on a l'air d'un vieux couple qui se dispute. Sans parler de mes contrôles système quotidiens. Je donne l'air de passer du bon temps à lire sur des plages paradisiaques virtuelles, regarder des films en immersion, et me cuisiner des bons petits plats. Mais je n'ai encore jamais parlé du temps que je passe tous les jours à démonter et remonter tous les systèmes de l'appareil, pour en contrôler le bon fonctionnement. Système d'épuration des eaux, ventilation, alimentation de synthèse, circuits électriques, informatique, propulsion chimique, moteur de repliement. Tous les jours, selon un programme bien défini à l'avance, je démonte des éléments d'un de ces systèmes pour vérifier leur bon état, leur niveau d'usure, et surtout pour m'entraîner afin d'être plus rapide en cas de panne. Car quand on est seul dans l'espace à des années-lumière de la civilisation humaine, il faut être capable de tout gérer. Pas question de téléphoner au garagiste du coin et espérer voir venir une dépanneuse. Et la rapidité compte beaucoup dans un appareil censé être autonome, car toute détérioration d'un de ces systèmes peut provoquer un déséquilibre de la totalité de l'appareil. Ainsi, un problème dans le système d'épuration des eaux peut provoquer un dysfonctionnement des systèmes alimentaires qui, non contents de m'alimenter, alimentent aussi une partie des générateurs électriques, dont une baisse de production pourrait entraîner un dysfonctionnement de n'importe quel autre système de l'appareil. Ainsi, la moindre panne de n'importe quel système peut entraîner par effet de cascade la panne de tout le vaisseau. Voilà pourquoi je passe tous les jours 3 ou 4 heures, parfois plus, un tournevis dans une main, une pince dans l'autre et une lampe sur le front, à démonter et remonter tout ce qui peut l'être. Ainsi, hier, pour rattraper le travail non fait la veille, j'ai passé 6 heures dans les boues d'épuration, un masque à gaz sur le nez. Mais ça valait le coup. Mon petit bijou volant ronronne comme un gros chaton bien nourri. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire des journées à thème en associant séances de vélo en montagne avec immersion dans des paysages d'altitude pour mes séances de lecture, ou encore nage en eau tropicale avec plage de sable fin. J'ai d'ailleurs trouvé le moyen de programmer la ventilation pour qu'elle envoie des souffles légèrement plus forts que... J'ai d'ailleurs trouvé le moyen de programmer la ventilation pour qu'elle envoie des souffles légèrement plus forts quand les cocotiers sont secoués par une légère brise. Ça rend l'effet encore plus réaliste. En attendant, je reprends mon tournevis et vais me dépêcher d'achever le travail programmé pour aujourd'hui. Enregistrement numéro 18. 10 mai 2184. Comme on dit, en mai fais ce qu'il te plaît. Je varie au maximum mes activités. Sport, lecture, cinéma, jardinage, jeux vidéo, et bien sûr, mes 3 ou 4 heures de bricolage quotidien pour assurer la maintenance de l'appareil. Amar semble s'être faite à l'idée que je faisais ce que je voulais, et que j'étais le seul maître à bord. À moins que ce soit moi qui, inconsciemment, ai progressivement stabilisé mon rythme de vie sur une variété d'activités plus saines que de passer des dizaines d'heures devant des films. Je pense aux colons qui font ce trajet pour aller s'établir à des années-lumière de chez eux. Je vais d'ailleurs doubler deux de leurs vaisseaux, l'un se dirigeant vers CL1 et l'autre vers CL3. Je devrais arriver à leur destination respective avant eux, bien qu'étant parti plusieurs semaines après. Étant plusieurs centaines par appareil, ils ont au moins du monde à qui parler, et sur qui compter en cas de panne ou de maladie. Moi, à part Amar et mes plants de tomates... Enfin bref, c'est un choix de vie. Je me surprends assez souvent à parler à Columbus ou à la machine que je suis en train de réviser. Alors, Amar me répond. Ces derniers jours, j'ai cru entendre des bruits étranges alors que je me déplaçais dans une coursive. Au début, je n'y ai pas fait attention, mais ce même bruit étant revenu à plusieurs reprises, je commence à me dire que je ne rêve pas. Ça fait comme des petits pas discrets et des petits craquements. J'espère n'avoir pas embarqué de passagers clandestins comme des rongeurs ou des insectes. Cela pourrait dangereusement compromettre la sécurité de mes systèmes. Pour me rassurer, je me dis que passant des heures tous les jours à démonter tout ce qui peut l'être, j'aurais depuis longtemps découvert des traces comme des câbles rongés ou des excréments. Amar, bien sûr, n'entend rien.
Elle n'est pas fichue de me localiser l'origine de ces bruits par triangulation. C'est pour ça que je passe de plus en plus d'heures à tout vérifier, au moins pour me rassurer. Enregistrement numéro 19, 13 mai 2184. Voilà un jour où je n'ai pas envie de dire grand-chose. Il y a 2 ans aujourd'hui disparaissait Delilah, ma Delilah. J'ai dû rester au moins 20 minutes devant sa photo, ce matin, avant de sortir du lit. Quand je ferme les yeux, je vois les siens, si profonds, si aimants. Je m'attendais à des remontrances d'Amar quant à ma procrastination. Mais pour une fois, elle n'a rien dit. Je fais tout au ralenti et n'ai vraiment envie de rien faire. Et ce bruit que j'entends à plusieurs reprises dans la journée, maintenant comme si quelqu'un d'autre ou un animal quelconque marchait dans les couloirs du Columbus, je me demande si je ne suis pas en train de perdre les pédales. À moins que ce ne soit cette roublarde d'Amar qui fait ces bruits. Et puis, des bruits de pas dans le Columbus, ça n'est pas possible. Il n'y a pas de pesanteur. Je me déplace dans des couloirs cylindriques par la force des bras. Le sol des couloirs redescend en présence de pesanteur sous l'effet de la gravité qui compresse le système hydraulique qui le supporte. En apesanteur, ce même système repousse le sol vers le haut, donnant une forme cylindrique aux coursives, plus pratique pour se déplacer grâce à des prises creusées dans le sol et les murs. On peut ainsi se déplacer dans n'importe quelle position. Depuis des jours que ce bruit m'obsède, je passe de plus en plus d'heures à tout examiner. Mais l'appareil est si grand, et ce bruit apparaît à des endroits différents tous les jours. J'en viens à me demander si ce n'est pas Amar qui l'ait fait, pour m'amener à examiner telle ou telle zone. Je crois que je vais la couper, au moins quelques jours, pour voir si ce bruit apparaît encore. Enregistrement numéro 20, 20 mai 2184. J'en peux plus. J'entends ces bruits jusque dans mes rêves. J'en suis à me demander si je ne deviens pas fou. Hier, dans l'obscurité du vaisseau, j'ai aperçu une lumière de forme humaine se déplaçant au loin devant moi dans une coursive. Pris de panique, je me suis enfermé dans ma cabine et n'en suis plus sorti. Je suis terrorisé. Ces bruits ne peuvent pas venir d'Amar, car je l'ai coupé depuis 6 jours et il continue de revenir. Je pense que le Columbus est tenté. Est-ce ma phobie du noir qui me joue des tours? J'ai toujours été terrorisé par l'obscurité. Quand j'étais gamin, me retrouver dans le noir ou juste une profonde pénombre, dans un lieu qui m'était inconnu, pouvait engendrer chez moi des crises de panique incontrôlables. Je me rappelle, un jour que je visitais une vieille collégiale avec mes parents, j'ai voulu, comme tout gamin de mon âge curieux et aventurier, explorer la crypte. L'admiration des somptueuses volutes baroques ou des immenses vitraux narrant une quelconque histoire biblique m'ennuyait au plus haut point. Alors que les mystères qui devaient être enterrés là, sous mes pieds, réveillaient chez moi les souvenirs des nombreux romans d'heroic fantasy que j'avais dévorés depuis des années. Il fallait que j'aille voir. Je m'éloignais alors de mes parents pour entamer la descente du sombre escalier dissimulé derrière l'hôtel. Plus je descendais, plus il faisait sombre. Et puis il arriva une marche qui était si sombre qu'elle sembla avaler mon pied, que je ne pouvais plus voir. Je restais un moment devant ce mur d'ombre face à moi, tendant les bras pour rechercher la présence d'un véritable mur ou d'une grille, mais il n'y avait rien d'autre que du vide noir. J'aurais tant voulu toucher ce mur de mes doigts pour me rassurer, me dire que je n'avais pas été arrêté par du vide, mais un véritable obstacle, infranchissable, solide, réel. Au lieu de ça, l'apprenti chevalier chasseur de dragons et de vampires que j'étais se retrouvait bloqué par du rien. J'essayais de me raisonner, de me dire que tous les fantômes que je voyais danser devant mes yeux n'existaient que dans mon imagination. Mais il n'y avait rien à faire. Je ne parvenais pas à descendre une marche de plus. Au bout de quelques minutes, qui me parurent une éternité, je renonçai à ma descente et remontai les marches 4 à 4. J'allai voir ma mère que je savais toujours avoir une petite lampe de poche dans son sac à main. Elle me la prêta sans poser de questions. Armé de ce sabre laser, je retournai à l'escalier, que je descendis sans peine jusqu'en bas sans rencontrer le moindre mur ni la moindre grille. La petite crypte était presque vide à l'exception d'un autel et d'un sarcophage, qui devait abriter la dépouille d'un quelconque notable d'un lointain passé. Une petite lucarne laissait à peine passer quelques filets de lumière qui traçaient des rayons dans un air poussiéreux. En effet, il n'y avait rien qui justifiait la moindre crainte, rien qui ne pouvait expliquer mon incapacité à descendre ces marches, rien d'autre qu'une imagination probablement un peu trop fertile. Des années après, me voilà à nouveau plongé dans le noir, ce noir qui m'angoisse tant, que ce soit la pénombre de mon appareil ou le noir absolu qui l'entoure. J'ai beau avoir affiché des étoiles sur mes écrans, comme un enfant colle des étoiles phosphorescentes au plafond de sa chambre pour lutter contre sa peur du noir, je sais qu'il n'y a rien d'autre qu'un vide noir et absolu dehors.
Et si ce vide n'était pas si vide? Et s'il existait une quelconque forme de vie inconnue qui serait parvenue à pénétrer dans le Columbus? Ça me rappelle cette nouvelle d'Isaac Asimov, dans laquelle il avait inventé un vaisseau capable de voyager dans une autre dimension pour atteindre les autres galaxies. Mais cela les obligeait à traverser le monde des morts avant de ressusciter. Et si j'étais dans ce monde des morts, et que des fantômes venaient me hanter? Cela fait bientôt 2 siècles qu'on chasse les planètes extrasolaires. On n'en a trouvé aucune à ce jour qui contienne la moindre trace de vie, ranimant au passage tous les discours sectaires sur l'existence d'un Dieu qui aurait créé la vie sur Terre et pas ailleurs, sur notre nature divine et unique dans l'univers. Tous les scientifiques, experts en xénobiologie, se fondent des théories les plus complexes pour démontrer que c'est juste que les conditions d'apparition de la vie sont beaucoup plus compliquées que ce qu'on pensait avant, et qu'on n'a pas encore trouvé la rare autre planète qui rassemblait ces autres conditions, mais qu'il était certain, d'un point de vue probabiliste, que celle-ci existait quelque part et qu'on finirait par la trouver. Il n'empêche que nos colonies ont démontré que la vie était possible sur ces planètes, et du moment qu'on la portait et qu'on la faisait démarrer, elle s'y développait sans aucune difficulté. C'est juste qu'elle n'y était pas apparue, qu'il a manqué un petit quelque chose qu'on n'a pas encore identifié, selon les scientifiques ou la touche divine selon les autres, pour qu'elle démarre. Et moi, je suis là, dans cette autre dimension, à découvrir qu'il existe bien une autre forme de vie ailleurs de l'univers, et elle est là, dans mon appareil, venant d'une autre dimension, qu'on connaît pourtant bien pour y avoir envoyé des dizaines de vaisseaux depuis des décennies, mais sans l'avoir jamais vraiment étudiée. Elle vient me narguer ici, dans mon monde à moi. Que me veut-elle? Me veut-elle du mal? Ou seulement me découper en lamelles fines pour pouvoir m'étudier en détail? Ou suis-je seulement en train de perdre les pédales? Je crois que je vais rallumer Amar. Je ne suis pas sûr qu'elle puisse faire grand-chose, au point où j'en suis arrivé. Mais au moins elle sera témoin de ce qui m'est arrivé quand mon appareil ressortira. Elle pourra raconter qu'il existe une autre forme de vie hostile dans l'autre dimension dans laquelle nous voyageons quand nous replions l'espace. Et c'est la fin de l'enregistrement numéro 20, chers amis. Ça sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro du live. Je vois que l'ami Crunedor est passé nous faire un petit coucou, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas croisé. Crunedor, ça me fait plaisir. J'espère que tu vas bien depuis le temps. Je sais pas si t'es resté, mais en tout cas ça me fait plaisir de t'avoir au moins vu passer. Alors par contre, Dimal, du coup je le répète, Dimal qui est sur le chat de mon stream et qui est l'auteur de ce texte. Et là pour le coup j'ai pas compris du tout ce que tu m'as dit, Dimal. 4pi, donc 4pi c'était la résolution des vidéos dans ton texte. 4pi c'est 4 fois 3,14 en stéradian, c'est l'angle sphérique d'une sphère complète. Waouh, j'étais pas mauvais en maths, mais je suis pas allé jusque-là. J'étais pas mauvais en maths, mais je suis pas allé jusque-là. Mais justement, Dimal qui nous montre justement que un point important de son œuvre, et c'est marrant parce que j'ai eu un peu la même démarche lorsque j'ai écrit mon texte de science-fiction. C'est ce côté de mettre beaucoup de références. Alors je sais pas si c'est lié au fait d'avoir un style journal de bord et du coup d'avoir un style très personnel où on va beaucoup dans les souvenirs du narrateur, ou si c'est lié justement au fait de parler d'un futur qu'on imagine et que du coup pour imaginer le futur faut qu'on se base faut qu'on se base sur quelque chose. En fait voilà, je vais développer la chose. Quand on invente un futur, quand on imagine un futur possible de l'humanité et de l'univers, on se base sur sa propre vision, forcément, et du coup, ça vient peut-être du fait qu'on est obligé d'expliciter un petit peu ses références et sa vision, ce qui nous a forgé, pour pouvoir faire accepter plus facilement la vision du futur qu'on imagine. Je sais pas s'il y a quelque chose comme ça dans l'exercice d'écrire un futur possible, mais c'est peut-être une théorie que j'aurais. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, je crois. En tout cas, personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce premier live. Je suis très content, j'avais très peur, je dois l'avouer. J'appréhendais pas mal. J'avais peur de trouver ça mauvais et d'être en mode mince.
je vais devoir le lire pendant plusieurs lives alors que j'aime pas. Là, en l'occurrence, c'est cool, je trouve ça bien écrit, je trouve ça très compréhensible, ce qui n'est pas forcément facile avec des sujets de science-fiction, je trouve. Donc ça, c'est très très cool. Il y a quelques exceptions, mais vraiment très très rares. C'est toujours plus facile de dire ce qui va pas et de pointer ce qui va pas que de pointer ce qui va. Donc ne t'en fais pas, Damien. Dans la globalité, je trouve ça très réussi. C'est juste que oui, il y a certains moments, certaines phrases qui sont un peu des phrases fleuves. C'est quelque chose qu'on me reprochait beaucoup dans mon style d'écriture. En même temps, je trouve que ça fait partie du style. Moi, j'aime bien les phrases fleuves, mais il faut faire attention à ce qu'elles soient bien structurées. Et il y a quelques phrases, deux trois phrases dans la soirée, je pense, où j'ai eu un peu de mal à savoir quel ton mettre parce que j'étais pas sûr d'où allait la phrase. Mais à part ces deux trois exceptions où il y a eu quelques phrases un peu fleuves, sans trop de virgules et que c'était un peu difficile du coup pour moi de mettre bien le ton, à part ces phrases-là, je trouve que c'est très clair et je trouve que justement, encore une fois, je le compare un peu à mon style, mais je trouve que il y a un style très direct et ça j'aime assez. Le fait qu'on ne, voilà, le fait qu'on veut dire quelque chose, on le dit. Il n'y a pas de, il n'y a pas de digression inutile, il n'y a pas de fioriture inutile. Je trouve que c'est très clair, très limpide et très droit au but. Et moi, c'est quelque chose que j'aime assez. Il n'y a pas besoin, je trouve, forcément de s'encombrer de beaucoup d'éléments pour rendre quelque chose intéressant, voire émerveillant, voire étonnant, etc. Euh, ouais, franchement, dans la grande globalité, j'ai beaucoup apprécié. Je m'étais fait une réflexion en début de lecture. Alors attends, j'essaie de rechercher dans le texte si je retrouve, si je retombe dessus. Ce délire d'imaginer du coup que ça soit un espace de noir complet quand on plie l'univers, je trouve ça aussi intéressant. C'est une belle image, je trouve. C'est marrant de voir que du coup, on est vraiment dans une description du quotidien. Dès qu'on parle du futur, c'est une forme qui a l'air de venir naturellement, de parler du quotidien. Et j'aime assez bien le fait que ça soit du coup très large, parce que vu qu'on parle du quotidien, on parle de tout un tas de domaines. Donc j'aime bien le fait que ça parle autant des loisirs. Là, on a une grosse phase loisirs avec les films, avec le jardinage, etc. C'était intéressant. Et de voir justement quelle fantaisie va trouver l'auteur et quelles explications, quelles justifications va trouver l'auteur, quelle suite il va imaginer dans des domaines très variés, que ce soit l'agriculture, que ce soit par exemple le transport ou le visionnage de films. C'est vachement intéressant ce genre de choses, je trouve. En plus, j'aime beaucoup parce que ça permet d'installer beaucoup de détails sur lesquels on va pas rester parce que vu qu'on est dans un journal de bord, c'est presque comme si on était dans la pensée du narrateur. Et du coup, personne ne se dirait soi-même des informations très précises. Personne ne se dirait soi-même j'ai 24 ans. Personne ne pense comme ça. Et du coup, c'est intéressant de voir que par rapport à ces réflexions, on arrive à deviner un petit peu des éléments qui sont très intéressants. Par exemple, par rapport au film Star Wars, par rapport même à d'autres phrases qu'il y a eu plus tôt, on comprend qu'a priori, l'être humain est capable de vivre beaucoup plus longtemps et qu'a priori, ce narrateur, Baltkern, a priori, est très âgé. Ça, c'est le genre de petits détails que j'aime bien dans la structure, dans la construction du récit et la construction du personnage par, par devinette, entre guillemets. C'est pas vraiment ce que je veux dire, mais voilà. Alors, je pense qu'il faut voir plusieurs niveaux de lecture en laissant des petites choses qui ne sont pas accessibles à tous pour que ceux qui les comprennent se sentent fiers d'eux. Ah, je sais pas s'il y a besoin forcément d'aménager un truc comme ça. Enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est vrai que je me formalise pas du tout ce genre de choses quand j'écris personnellement. Euh...
Il y a son âge au début de l'histoire, premier ou deuxième poste. Ah ouais, je me rappelle plus. C'est bizarre, j'ai pas l'impression de l'avoir lu. J'ai l'impression d'avoir lu des moments où je me disais qu'il était ultra vieux. Ah bah oui, non, je suis bête. Oui, non, maintenant que c'est vrai, maintenant que tu le dis. Il dit qu'il a 37 ans. Ah mais du coup, c'est bizarre alors. Bah, je sais pas pourquoi. Ouais, bah non, bah c'est bizarre alors. Je sais pas pourquoi, il y a un moment, je saurais plus te le dire, mais il y a un moment dans le texte où j'avais cru que... j'avais cru qu'il était très vieux. C'est bizarre. Je sais plus quelle phrase m'a fait penser ça. Enfin bref. Bah du coup, je vais peut-être mettre un bémol. Du coup, je trouve ça très étonnant qu'un mec de 37 ans ait une culture de choses qui datent d'il y a 200 ans. Du coup, ça, j'avoue que je trouve que c'est un petit peu étrange et à moins que ce soit justifié par un point de l'histoire, je trouve que c'est un petit peu incohérent pour être franc. Du coup. Et du coup, oui, pour terminer avec cette lecture, enfin avec la lecture du soir, je voulais dire que je trouvais très intéressant aussi qu'on parte sur les aliens. Alors, je sais pas si ça va vraiment. Je sais pas vraiment si ça va partir sur du de l'alien, enfin je sais pas comment dire ça, mais si ça va partir sur du premier contact avec des aliens, des trucs comme ça. Je sais pas si c'est vraiment le propos du bouquin, euh, mais je trouve ça intéressant parce que je m'attendais pas à le voir finalement, vu le début. Euh, je m'y attendais pas. Personnellement, ouais, vu le début de... Désolé, j'ai vraiment du mal à m'exprimer, j'ai vraiment le cerveau en compote là ces jours-ci, désolé. Je m'en excuse encore. Donc oui, vu le début de l'œuvre, je m'attendais pas forcément à avoir un paragraphe, un chapitre, si on peut dire, un enregistrement sur une forme de vie extraterrestre. Et en même temps, c'est un passage quasi obligé, j'ai envie de dire, voilà, sur une œuvre qui parle de voyager hors du système solaire, etc. Et ça a été bien amené, et je trouve que ce paragraphe, enfin ce chapitre, enfin cet enregistrement en particulier, est un bon enregistrement sur lequel terminer ce live, parce que du coup ça met un petit peu le suspense et un petit peu le cliffhanger sur est-ce qu'il est en train de totalement vriller dans la folie, est-ce que il y a vraiment quelque chose qui se passe. Dans tous les cas, ça nous a permis encore une fois de digresser sur un sujet intéressant, donc je trouve ça vraiment cool personnellement. Et pareil, sa relation avec Amar, je trouve ça aussi très intéressant. Enfin ouais, il y a autant... En fait, ça qui est bien, c'est qu'il y a autant à se placer dans un contexte si lointain de nous, dans le temps et dans l'espace. Ça fait que chaque point du quotidien devient un vrai sujet de conversation et un vrai sujet de réflexion. Et ça, c'est hyper intéressant, je trouve, parce que du coup, il n'y a jamais d'ennui, il y a constamment quelque chose sur lequel se poser des questions. Et ouais, je trouve ça très intéressant personnellement pour le moment. Je ne suis pas déçu, bien au contraire. Dis-mal, tu me rappelles de quand date ce que tu as lu la dernière fois? On lit bien l'Iliade et l'Odyssée. C'est vrai, ton argument n'est pas faux, mais c'est vrai que, ouais, c'est vrai. Après, je sais pas si dans tous les domaines que tu as énumérés, tu vois, je sais pas. Je sais pas si dans tous les domaines que tu as énumérés, qui font la culture de ton narrateur, on peut dire que ce sont des choses si fondamentales qu'elles vont être encore très communes dans autant de temps. Après, après tout, c'est ta vision d'auteur entre guillemets, donc peut-être que pour toi. D'ailleurs, ça serait intéressant. Est-ce que question que je posais directement à Dimal, est-ce que tu as écrit cette œuvre comme une pure fiction, ou est-ce que tu as écrit cette œuvre comme une fiction nourrie de tes convictions? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que ce que tu écris, c'est ce qui va arriver, ou quelque chose de proche de ce qui peut arriver? Je trouve que ça, c'est une question intéressante à se poser pour le coup.
Alors, l'histoire est fortement inspirée par une citation d'Arthur C. Clarke qui disait « Il y a deux hypothèses, ou nous sommes seuls dans l'univers, ou nous ne le sommes pas. Les deux hypothèses sont aussi effrayantes l'une que l'autre. » Je comprends tellement la citation, je suis tellement d'accord avec cette question. Avec cette question, du coup je lis le prochain commentaire, bref. Je suis tellement d'accord avec cette citation. C'est exactement la manière dont je le formule dans mes conversations avec mes proches sur les extraterrestres. À chaque fois je me dis, si on trouve des extraterrestres... Enfin non, la question est un peu différente chez moi, c'est... Si on trouve des extraterrestres, ça va remettre tellement de choses en question. Ouais non, en fait elle est dans le même sens. En fait ouais, si, c'est quelque chose que je me dis souvent, je me dis, si dans quelques dizaines, centaines d'années, on n'a pas trouvé d'autres formes de vie dans l'univers, ça va être très particulier, ça va vraiment soulever des questions dans tous les sens, moralement, spirituellement, euh, physiquement, enfin, scientifiquement, c'est vraiment quelque chose de particulier, je trouve. Voili voit Lou. Je pense avoir dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vais pas forcément faire durer le live de trop. Il a déjà duré près de 2 heures. Je pensais pas que ça durait aussi longtemps pour le coup. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup arrêté lors de la pause. J'ai beaucoup dialogué. Et du coup, ouais, je vais pas forcément faire durer le live parce qu'après, en plus, en rediffusion, les gens ils voient 2 heures, ils se disent oh là 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 là. Alors qu'en vrai, c'est très cool. Alors, Dimal qui nous dit, je pense qu'on voit un peu trop souvent les auteurs de SF comme des voyants. Je vois la SF comme une fable. D'accord, donc toi, t'es plus en mode... je crée... Enfin, selon les acceptations que j'ai données dans ma question, tu serais plus en mode, je crée une histoire de fiction basée sur la SF, que je réfléchis à ce que serait... Enfin, tu te vois plus comme... Voilà, je vais faire plus simple. Tu te vois plus comme auteur de fiction que comme futurologue qui écrit. Dis mal, je ne prétends pas prédire l'avenir, mais plutôt raconter une fable pour nourrir la réflexion. Ok, ça me va, ça me va, ça me va comme réponse. Je trouve que c'est un bon point de vue. Mais ouais, mais c'est ça qui est intéressant en fait. C'est ça qui est cool. Je trouve que c'est un exercice qui devrait même être fait entre guillemets en privé dans des conversations entre amis, etc. Je trouve que c'est un exercice très intéressant. Moi, ça m'arrive très souvent d'avoir des discussions comme ça. Mais je trouve que ça nourrit la réflexion, justement, comme tu le dis si bien, de partir sur des grandes questions métaphysiques ou des grandes questions existentielles, enfin, des choses qui nous semblent impossibles à prédire, mais qui vont avoir tendance à nous en dire plus sur nous et sur notre manière de penser, du coup. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Genre, lancer... Je vais prendre un exemple nul. Je vais prendre un exemple nul, mais lancer une conversation en disant s'il y avait une invasion zombie, comment tu ferais? Et bah c'est tellement le début d'une bonne conversation trop cool et très révélatrice, je trouve. Mais il faut vraiment s'y donner à fond et réfléchir sincèrement et tout quoi. Pas prendre le truc trop à la rigolade, je trouve. Même si c'est fun aussi, mais où il y a par exemple commencé une conversation en disant ah ben si demain on voyait des aliens, à ton avis qu'est-ce qui va se passer? Enfin, je trouve ça tellement intéressant ce genre de questions. C'est un peu des questions face à l'absolu, face à l'impossible. D'ailleurs, j'ai énormément apprécié le petit passage, enfin le bon paragraphe sur le fait d'être confronté à rien. J'ai trouvé ça très très beau de dire que son mur c'était un mur de rien et tout. Enfin, ça j'ai trouvé que c'était une très belle image. C'est quelque chose moi personnellement qui me fascine. Le vide, le concept de vide, le concept de rien, le concept de d'infini aussi, le concept de solitude du coup. Tout ce genre de choses, c'est plein de questions, plein de concepts, de mots en eux-mêmes qui m'intéressent beaucoup.
Et du coup, je trouve ça hyper intéressant. Le pire, c'est que c'est du vécu. Bah, je m'en suis douté d'Imal. J'ai bien l'impression quand même que ta fiction se nourrit pas mal d'expériences vécues. Et ouais, mais franchement, ouais, pour le moment, je suis très agréablement surpris. Enfin, très agréablement surpris. Je savais pas à quoi m'attendre et pour le moment, ça se passe très très bien, donc je suis très heureux. On va s'arrêter là, les amis. Je crois vraiment que ma lumière est en train de me lâcher complètement. Attendez. On va faire un test. Ouais, c'est vrai que sans, je suis encore beaucoup plus sombre. Mais elle est quand même bien cassée, je crois. Bref, il faudra que je change ça peut-être pour les lives suivants. Toujours est-il que le live de ce soir arrive à son terme. Nous allons nous dire au revoir, chers amis. Merci à tous ceux qui sont passés. Vous êtes nombreux à être passés, ça fait plaisir. Merci Dimal, merci Zikael, merci Chimeria, merci. Il y avait Lanicia, c'est bien ça. Crunédor qui est passé faire coucou. Enfin voilà. Vous êtes vraiment nombreux à être passés ce soir, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère ne pas avoir trop écorché ton texte parce que j'ai eu l'impression d'avoir un peu plus de mal dans la seconde partie de lecture du soir. Je suis désolé, j'ai les lèvres. Enfin, j'ai la bouche sèche. Et d'ailleurs, Dimal, si tu prévois peut-être de faire quelque chose de ce texte par la suite, en plus de ton site, etc., j'en profite aussi. Il y a 2-3 fois où j'ai bugué aussi parce qu'il y avait des fautes dans ton texte. Je sais plus à quel moment, mais je sais qu'il y a un moment où c'est écrit qui, alors qu'il fallait dire que, par exemple. Il y a des toutes petites fautes comme ça de ci de là où il y avait un moment où la phrase faisait nanana de ceux qui, alors que ça aurait dû être seulement ceux qui. Donc voilà, il y a des petites coquilles, des tout petites coquilles avec quelques lettres échangées ou une petite préposition de trop. Rien de grave, ça m'a pas trop gêné non plus. Mais voilà, j'espère avoir fait honneur à ton texte, j'espère que le texte vous aura plu. On continuera cette lecture vendredi à 21h. Sinon, on se retrouve demain de 13h à 16h pour une fable du flibustier en solo sur Sea of Thieves. Et enfin, dimanche, on reprend les lives de découverte sur l'univers de League of Legends avec la nouvelle nocturnelle sur le personnage de Maokai. Voilou. Cette fois-ci, j'ai fait le tour. Je vous souhaite donc à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Bye bye!